things happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel. Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good, always butting heads against evil. The good try to be fair, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. You gotta break through the walls and get after it. Only time will tell who's gonna make it. I promise you, I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, then you better be praying. Cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they've all seen greatness. The battle for my world just started, I've been waiting. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side or by yourself. I got this, there ain't no going back. Leave it all on the battlefield, push the attack. You can't stop me, I'm obsessive. A lot of people think that I come off aggressive, but I'm just passionate. Why aren't you? Ain't nobody care if you got nothing to lose. You gotta put yourself on the line, make moves. Otherwise you'll be a sheep with the lions watching you. Only time will tell who's gonna make it. I promise you, I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, then you better be praying. Cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they've all seen greatness. The battle for my world just started, I've been waiting. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side or by yourself. Today is the day, don't waste any time. Know it's time to make a change. Up in your mind, rearrange. Start thinking you're the hero headed out on your way. There's gonna be good times and bad times. That's alright, just stay on the line. Cause in life we all got a different mission, but the good guy always wins, that's a given. If you stay committed, you stay driven, you'll be looking down the barrel of completing your mission. Ignition, light the flame, get the fire and you listen. Take these words deep, cause this is real, ain't no fiction. You don't need drugs, help any prescription. Just persistence and energy can win any competition. So keep fighting, facing any opposition, and be the hero in a story you yourself have written. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side by yourself. Notre histoire s'ouvre sur d'immenses volutes de fumée s'élevant du sol, épaisses et tourbillonnantes comme des ombres spectrales. Sous elles, des cratères béants, aux parois déchirées et marquées comme les cicatrices d'un combat titanesque, témoignent d'une violence passée, encore vivante dans l'air chargé de cendres. Un homme, épuisé et trempé de sueur, le visage marqué de blessures et de sang, se tient au-dessus d'un autre. L'homme à ses pieds, avec des cheveux aussi blancs que ses vêtements, est immobilisé au sol, la gorge écrasée par l'emprise de l'autre. Le combat semble toucher à sa fin. Mais alors, de manière inattendue, l'homme qui est étranglé, le sang coulant à flots, ne montre aucune peur. Au contraire, un sourire en coin se dessine sur ses lèvres. Il se met à rire et déclare qu'il avait prévu cela. Il jette un coup d'œil sur le côté. « Tu es différent de cette ordure. » Son regard se pose sur les autres, affalés et épuisés sur le sol. La scène est d'une désolation totale, rendue encore plus morose par la pluie qui tombe. Incapable de supporter plus longtemps le ton moqueur, l'homme aux cheveux sombres s'exclama avec colère, ordonnant à l'autre de se taire, sous peine de le tuer. L'homme aux cheveux blancs, en bas, continua de sourire. Il répondit que, bien sûr, seul l'autre pouvait le tuer. L'homme aux cheveux bruns le fixe intensément, ses yeux perçants. Il déclare que ce n'est pas lui qui mettra fin à ses jours, car il a fait une promesse à ses camarades. Il serre davantage le col de l'autre homme.
Il le fixe avec intensité. Sa voix résonne comme un tonnerre. Il déclare qu'il devra faire face à la justice et à la peine de mort. L'homme aux cheveux blancs lui répond avec un sourire moqueur. Le brun, chargé d'angoisse, poursuit en exprimant son regret. Il affirme que son interlocuteur devra subir le jugement de la loi et qu'il finira par le regretter. Il ajoute qu'il aurait dû le tuer sur le champ. Un présentateur de nouvelles apparaît à l'écran et annonce une nouvelle de dernière minute. L'image de l'homme aux cheveux blancs s'affiche, accompagnée des mots « Sul Hoan, le plus odieux des méchants, le malfaiteur qui a semé la terreur dans le monde entier ». Ainsi, le nom du méchant est Sul Hoan. Le marteau d'un juge s'abat, la sentence est prononcée. Sul Hoan est désormais solidement attaché à une planche en bois, entouré de gardes en tenue de protection, leurs armes prêtes à être utilisées. La sentence est réaffirmée. Peine de mort. Sul Hoan porte un dispositif spécial destiné à neutraliser ses pouvoirs. Pourtant, même en étant capturé, il arbore un sourire confiant, presque joyeux. Il est incarcéré à Lucullus, un établissement qui accueille les criminels les plus dangereux. Et il se trouve au niveau le plus profond de la prison, le 5e étage. Une cérémonie funèbre pour la justice est prévue pour ce soir. L'homme, un bandage encore fraîchement collé sur son visage, une sorte de souvenir, regardait les nouvelles, la mâchoire serrée par un amer ressentiment. L'écran montrait des images. Une fille aux cheveux violets mi-longs, un moine serein, une femme aux longues tresses dorées, un homme barbu et un jeune homme aux cheveux bleus vifs. Ce étaient les héros, tombés dans la lutte contre Sul Hoan, aux côtés de Seo Kang-yu. Le jeune homme survivant, Seo Kang-yu, était assis à soigner ses propres blessures, son expression d'une froideur glaçante alors qu'il écoutait le reportage. La télévision continuait de parler, louant la gratitude du gouvernement pour les sacrifices consentis. Tout à coup, une main se tendit et coupa le son de la diffusion d'un simple clic sur la télécommande. Kang-yu entendit une voix l'appeler. Il tourna la tête, son regard était glacial. Un homme en uniforme de police se tenait dans l'embrasure de la porte. Il lui fit remarquer qu'il devrait se reposer au lieu de regarder la télévision dans son état. L'homme était Seo Kang-ho, le directeur de la prison de Lucullus, et il était le frère aîné de Seo Kang-yu. Seo Kang-yu réfléchit à son frère, une lueur indéchiffrable dans ses yeux. Il finit par prendre la parole, sa voix étant douce, en l'appelant simplement « frère ». Il fixa ses propres mains, un silence perplexe flottant dans l'air. Il finit par lâcher, la colère terrifiante assombrissant son visage. Cet enfoiré, Sul Hoan, j'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. La voix de son frère était apaisante. Il lui rappela qu'il avait fait une promesse à ses camarades. Il se remémora la femme aux cheveux dorés, Lao Xa, dont la voix était ferme et inébranlable. Un héros sauve des vies, il ne les prend pas. Peu importe la méchanceté de ceux qui l'affrontent, il ne peut pas décider de mettre fin à une vie. Ils restent des êtres humains, et leur destin sera jugé par la loi. Il avait soutenu à l'époque qu'il risquait d'être tué. Cependant, Lao Xa avait été ferme dans sa demande. Elle leur avait demandé de lui promettre qu'il ne tuerait à personne, peu importe les circonstances. Elle les avait regardés un par un, son regard exigeant leur obéissance. Il était resté silencieux, retenu par ses paroles. À présent, de retour dans le moment présent, son frère poursuivit, sa voix chargée d'une tristesse inexprimée. Il avait donné son accord avec elle, parce que la seule entité capable de juger une personne est la loi. Il baissa les yeux, son expression était sombre. Il ajouta, avec une pointe de résignation dans la voix, qu'en tant que gardien, il devait garder cela confidentiel. C'était une information classifiée. Sul Hoan serait exécuté la semaine prochaine. C'était lui qui allait exécuter la sentence. Seo Kang-yu le fixa, abasourdi. « Tu as tenu ta promesse envers tes camarades. C'était une bonne chose, poursuivit Kang-ho. Laissez-nous, les gardiens, s'occuper du dernier chapitre de sa vie. Allez, viens. » Il tendit la main vers son frère cadet, un léger sourire illuminant son visage. Seo Kang-yu, encore sous le choc, leva les yeux vers lui. « Allons rencontrer vos collègues. La scène a changé. Des lettres et des fleurs, hommages aux héros disparus, s'entassaient en piles. Des citoyens s'étaient rassemblés, tenant des banderoles, leurs visages marqués par la tristesse et la colère. Les images des héros tombés, disposées en rangées solennelles, occupaient l'écran. Seo Kang-yu et son frère se tenaient parmi les personnes en deuil, rendant hommage. Ils tenaient une seule et parfaite chrysanthème blanche, une offrande silencieuse à ses camarades disparus. Une semaine s'écoula rapidement. La maison funéraire était constamment remplie de personnes qui allaient
et venait. Le jour de l'exécution de Sul Hoan était enfin arrivé. La planche en bois, sur laquelle le criminel devait être attaché, était présente. Cependant, Sul Hoan avait disparu. À sa place se trouvait un portrait encadré de Seo Kang-ho, le frère aîné de Seo Kang-yu. En voyant cela, Seo Kang-yu était complètement abasourdi. Oh, la douleur! Il est mort? Les yeux de Seo Kang-yu se sont remplis de larmes, incapable de croire ce qu'il voyait. L'angoisse étranglait sa voix. Pourquoi? Celui qui avait été condamné à mort n'est pas mort. L'image du sinistre Sul Hoan s'est imposée à son esprit. Mon frère, un gardien, c'est lui qui est mort. Le portrait de Seo Kang-ho, avec un sourire doux sur le visage, était là. Un gardien qui avait toujours accompli son devoir. Devant lui se trouvèrent des chrysanthèmes commémoratifs et un encensoir, dont la fumée s'élevait lentement. Seo Kang-yu ne pouvait que s'asseoir figé à côté du portrait de son frère. Perdu dans le désespoir, une voix a rompu le silence. Une femme est apparue devant Seo Kang-yu, suivie de 2 hommes en uniforme de police. Elle a mentionné qu'il s'était écoulé un certain temps. La femme s'appelait Jo Sul, une agente de la prison de Lucullus. Elle demanda si elle pouvait discuter un instant. Seo Kang-yu, fatigué et agacé, leva les yeux vers eux. Une tablette, affichant une vidéo mise sur pause, lui fut présentée. Seo Kang-yu demanda, avec une pointe d'agacement dans la voix, ce que c'était. Jo Sul a indiqué que c'était la vidéo de l'exécution de Sul Hoan, qui avait eu lieu ce jour-là. La scène a ensuite montré la vidéo qui se déroulait sur la tablette. Des pas militaires résonnaient. Sul Hoan, solidement attaché à la planche, était escorté par plusieurs gardiens de prison. Seo Kang-ho marchait à ses côtés. Sul Hoan lui lança un regard moqueur, un sourire sarcastique déformant ses lèvres. Sul Hoan se moquait, se penchant plus près de Seo Kang-ho. Il affirmait qu'il ressemblait à lui, à Seo Kang-yu. Il se demandait s'ils étaient hors de la même famille. Seo Kang-ho restait silencieux, les yeux rivés sur son adversaire. Sul Hoan poursuivait ses provocations, évoquant leur lien de parenté. Il soulignait qu'ils étaient frères, mais si différents l'un de l'autre. Il riait en posant la question de savoir qui était l'aîné et qui était le cadet. Seo Kang-ho demeurait silencieux, son regard inébranlable. Sul Hoan le fixait, attendant. Tout à coup, il reprit la parole. Sul Hoan s'interrogea sur la sensation que l'on éprouve en ôtant la vie à quelqu'un. Seo Kang-ho finit par répondre, sa voix trahissant une colère à peine contenue. Il ne comprenait pas la question. Le sourire de Sul Hoan s'élargit, révélant une expression grotesque empreinte de malveillance. Il rappela à Seo Kang-ho qu'il était gardien. « N'est-ce pas que ton travail consiste aussi à prendre des vies, tout comme moi? Qu'est-ce que ça fait ?» Il essayait manifestement de provoquer Seo Kang-ho. Cependant, le gardien demeurait impassible, son silence pesant dans l'atmosphère. Sul Hoan lança un regard malveillant, sa voix empreinte de méchanceté. En quelque sorte, je le regrette. Seo Kang-ho, dont la patience était à bout, demanda avec irritation si le regret était présent. Le sourire de Sul Hoan se transforma en un rictus dégoûtant, alors qu'il prononçait des mots destinés à infliger une douleur maximale. Il expliqua que tuer des gens était une affaire simple, qu'il suffisait d'un léger contact pour les faire mourir. Il ajouta que ce n'était pas vraiment satisfaisant. Finalement, Seo Kang-ho a craqué. Il a désigné Sul Hoan du doigt, sa voix résonnant comme un grondement. Il avoua qu'il ressentait une immense culpabilité, même en tuant quelque chose qui n'était pas tout à fait humain, comme lui. Même si tout ce qu'il faisait, c'était appuyer sur un bouton. Mais la réalité était qu'il était hanté par des cauchemars. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, tourmenté. Ses visions nocturnes le laissaient épuisé et agité. Des images d'autres prisonniers condamnés défilèrent devant ses yeux, leurs cris résonnant dans ses oreilles. Il se sentait comme eux, et, même dans leurs derniers instants, les condamnés ne pouvaient s'empêcher de ricaner, maudissant Seo Kang-ho et affirmant que son métier n'était rien d'autre que celui d'un tueur. La voix chargée de douleur, Seo Kang-ho avoua que les prisonniers qu'il exécutait le hantaient dans ses rêves. Le sourire tordu de Sul Hoan s'élargit encore, alors qu'il se moquait de son frère en disant qu'il se demandait ce qui le poussait à continuer à jouer le rôle de gardien. Seo Kang-ho, dont le visage était marqué par la réflexion, finit par répondre qu'il y avait un travail pour chacun et qu'il se contentait d'accomplir le sien en tant que gardien. À partir de maintenant, annonça Seo Kang-ho au condamné. Vous êtes le prisonnier Sul Hoan, en attente d'exécution. Il était assis devant lui. Sa voix était ferme. Avez-vous des derniers mots? Sul Hoan répondit simplement. Je voudrais juste demander,
Il éclata d'un rire maniaque, puis posa une question apparemment sans rapport. Qui des deux était le frère aîné? La voix de Seo Kang-ho résonna, ferme, dans son radio. Commencez l'exécution. 3. Les exécuteurs se préparèrent, leurs mains suspendues au-dessus des boutons. 2 doigts s'approchèrent du point d'activation. Le visage de Sul Hoan demeurait impassible, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Un doigt effleura le bouton. L'exécution était à un souffle de se réaliser. Soudain, un éclat de lumière a transpercé l'obscurité. L'image sur la tablette s'est figée brusquement. Seo Kang-yu restait sans voix, fixant l'image figée sur l'écran, incapable de comprendre ce qu'il voyait. La voix de Jo-sul rompit le silence en annonçant l'heure de l'exécution. Des barres statiques d'interférence envahissèrent l'écran. À l'intérieur de la prison de Lucullus, les lumières fluorescentes au plafond clignotaient avant de s'éteindre, plongeant la chambre d'exécution dans l'obscurité. Une panique s'est emparée des gardes. Ils se demandaient ce qui se passait avec cette coupure de courant. Leurs regards se tournaient anxieusement vers Sul Hoan. Sur son col, un petit bouton rouge semblait pulser de manière inquiétante. Un sourire démoniaque se dessina sur le visage de Sul Hoan alors qu'il levait un doigt pour appuyer sur le bouton rouge. Une attaque silencieuse et invisible fut déclenchée. Il rugit que la seule personne capable de le tuer. Les yeux de Seo Kang-ho s'écarquillèrent de terreur. Une énorme explosion a détonné dans la chambre d'exécution. Les gardes se sont précipités, tentant de se protéger du mieux qu'ils pouvaient. Des fils électriques crépitaient au-dessus d'eux, remplissant l'air de fumée et d'une odeur âcre d'isolation brûlée. Un garde a transmis un message désespéré par radio, demandant d'appréhender le fugitif et de faire appel à des renforts, car le détenu avait contourné le système de contrôle. Sa voix était empreinte de panique et d'urgence. Il a insisté en répétant que le détenu avait désactivé le système de contrôle. Mais Sul Hoan était déjà derrière lui, ses yeux brillants d'une joie malveillante. Le visage du garde commençait à cloquer et à enfler, ses cris résonnant à travers le chaos. Le rire de Sul Hoan, à la fois cruel et triomphant, emplissait l'air alors que le corps du garde se déformait de manière grotesque avant d'éclater dans une pluie de sang. Seo Kang-ho observait, pétrifié par l'horreur. Ses yeux, voilés par l'horreur, étaient rivés sur la flaque de sang qui s'étendait. Il s'effondra à genoux. Sul Hoan enjamba les restes du garde, sa voix empreinte de mépris. « Dès que je t'ai aperçu », il le regarda avec dégoût. Il avait toujours su qu'il était le frère aîné, n'est-ce pas? Le visage de Seo Kang-ho se déforma sous la colère. Sa main se crispa autour du manche de son couteau. Dans un cri de rage, il s'élança, abattant le couteau avec toute sa force. Cependant, Sul Hoan leva simplement une main, et le bras de Seo Kang-ho se brisa dans un bruit dégoûtant. La douleur et la colère se disputaient dans les yeux de Seo Kang-ho. Il s'effondra, tenant son bras déformé, son visage exprimant une souffrance intense. Les yeux de Sul Hoan s'écarquillèrent. Il se rendit compte qu'il avait raison. Le corps de Seo Kang-ho tremblait de tout son être, mais il s'efforçait tout de même d'atteindre son épée tombée, avec sa main restante. Il insista sur le fait qu'il devait être traité conformément à la loi. Le poing ensanglanté de Seo Kang-ho, les veines saillantes sous la colère contenue, se serra. Sul Hoan, quant à lui, demeura immobile, son visage affichant un mépris évident. Avec un rugissement guttural, Seo Kang-ho abattit sa lame avec toute la force qui lui restait. Il affirma que la sentence devait être exécutée conformément à la loi, qualifiant son adversaire de monstre. Cependant, Sul Ho leva à nouveau la main. Une gerbe de sang éclata dans les airs, suivie de la chute lente de morceaux de tissu déchirés. La casquette familière du gardien tomba au sol. Au-dessus, des étincelles électriques crépitaient sur le plafond. En dessous, Sul Hoan se tenait tel un démon, et sur le sol se trouvait une vision que personne ne souhaitait contempler. La tête de Seo Kang-ho, reposant dans une mare de son propre sang. La figure démoniaque regardait le chapeau vide avec un sourire moqueur. Il se mit à rire, un son glaçant. Il ajouta que pour obtenir la véritable réponse, il faudrait s'adresser à Seo Kang-yu à son retour. Seo Kang-yu resta figé dans l'incrédulité, les yeux écarquillés de surprise. La voix de Jo-sul rompit le silence en annonçant qu'en raison de la situation actuelle, suite à l'attaque inattendue orchestrée par Sul Hoan, les dispositifs de contrôle installés sur les détenus condamnés à mort dans tous les étages ont été désactivés. Heureusement, l'évasion des condamnés a été maîtrisée. Cependant, de nombreux gardiens se retrouvent désormais piégés avec les prisonniers. Une vague d'angoisse submergea Seo Kang-yu. Il serra les dents. Il se demanda qui avait bien pu faire cela. Jo-sul marqua une pause. Il expliqua qu'ils étaient encore en train d'enquêter, mais
Elle posa son menton sur sa main, son regard déterminé. Elle s'excusa sincèrement de poser une telle question lors des funérailles de son frère. Mais elle demanda si Seo Kang-yu pouvait apaiser l'émeute à la prison de Lucullus. Son expression était ferme et grave. Sans hésitation, Seo Kang-yu affirma qu'il était tout à fait d'accord. Jo-sul poursuivit son observation, ses yeux perçants fixés sur lui. Mais à présent, une aura meurtrière enveloppait Seo Kang-yu. Ses yeux brillaient d'un rouge intense, consumé par la colère. Il avait une condition à poser. Ses camarades avaient l'habitude de dire, en arrière-plan, des explosions, grandes et petites, commençaient à résonner. Un groupe de prisonniers, vêtus d'uniformes jaunes, tentait de forcer une porte renforcée. Ils semblaient piégés à l'intérieur. Des cris chaotiques résonnaient. Certains, poussés à la folie, commençaient à s'attaquer les uns aux autres avec une joie sauvage. Seo Kang-yu poursuivait, sa voix empreinte de conviction. Un héros sauve des gens. Il ne les tue pas. La lourde porte en acier commença à s'ouvrir en grinçant, laissant entrevoir une lueur. L'espace s'élargit. Les prisonniers, après leur accès de frénésie, se précipitèrent vers l'ouverture. L'un d'eux évoqua son frère, un gardien, qui lui avait également confié des informations. Les figures brutales et grotesques des détenus étaient éclairées par la lumière croissante. Des cris de triomphe résonnaient dans l'air. Ils annoncèrent que la sortie était libre et invitaient tout le monde à sortir. Cependant, leur joie fut de courte durée. Une force venue d'au-delà de la porte repoussa les prisonniers. Un seul gardien se tenait face à eux. Les prisonniers reculèrent de peur. Une silhouette sombre, se tenant dans l'embrasure de la porte, les fixait avec des yeux qui brillaient comme ceux d'un prédateur. Je ne souhaitais pas entrer dans la prison de Lucullus en héros. Une casquette ornée d'un insigne familier fit son apparition, accompagnée d'un salut qui semblait résonner des profondeurs de l'enfer. Salutations, vermisseau sans valeur. Non, pas en héros, mais en gardien, un bourreau. Seo Kang-yu se présenta, son visage impassible, et annonça « Je suis le gardien Seo Kang-yu ». Les criminels endurcis fixaient Seo Kang-yu dans un silence stupéfait. Finalement, l'un de leurs chefs, un colosse, s'avança. Il lui demanda pourquoi il portait l'uniforme de gardien, tout en le qualifiant de héros. Puis, tels des monstres, ils éclatèrent de rire de manière cruelle, leurs yeux rivés sur lui. Ils exprimèrent néanmoins qu'ils prenaient un plaisir à le rencontrer, avant de crier « Meurs !» Dans un rugissement, les détenus monstrueux se précipitèrent en avant, s'attaquant à Seo Kang-yu. Il se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, attendant que les papillons de nuit viennent se heurter à sa flamme. Lorsque leurs griffes acérées s'approchèrent de lui, son visage s'assombrit et il leva les poings. Ses yeux enflammés, il se jeta en avant. Le premier des brutes qui s'approcha de lui reçut un coup unique et dévastateur au ventre. Le corps de l'homme fut littéralement déchiqueté. Ceux qui se trouvaient à proximité furent également touchés par l'explosion, leurs membres arrachés par la violence de l'impact. Qu'ils soient vivants ou morts, ils furent projetés en arrière comme des feuilles emportées par un ouragan. Un chemin s'était dégagé depuis l'entrée, jonché de corps brisés et éclaboussés de sang. Les prisonniers restants observaient, figés dans un silence horrifié. L'un d'eux, les dents serrées et la sueur perlant sur son front, murmura avec angoisse ce qu'il venait de vivre. Seo Kang-yu, toujours debout calmement dans l'embrasure de la porte, prit une profonde inspiration. Sa voix résonna alors qu'il s'adressait aux détenus terrifiés. Il leur annonça qu'à partir de ce moment, par ordre du gouvernement, sa voix résonna dans toute la prison, du premier étage jusqu'à la cellule d'isolement, où un homme imposant se courbait dans l'ombre. Au sous-sol, une jeune fille aux cheveux violets esquissa un sourire. La voix du héros résonna jusqu'au deuxième sous-sol, où un groupe de silhouettes ressemblant à des prêtresses observait, leurs visages cachés, leurs yeux brillants d'intensité. Au sous-sol, au niveau 3, une silhouette aux cheveux verts scintillants se tenait immobile, un symbole fluorescent brillant sous l'un de ses yeux. Au niveau 4, une femme aux longs cheveux bleus surgit, seule la moitié de son visage visible. Au niveau 5, un chapeau familier, taché de sang, reposait là. La voix de Seo Kang-yu, toujours ferme, résonnait alors qu'il évoquait l'ensemble des travaux de son frère. Sul Hoan était assis sur un tas de cadavres, portant avec désinvolture la précieuse casquette du gardien. Il avait l'intention de dire quelque chose, mais en levant les yeux, un sourire moqueur s'était dessiné sur son visage en apercevant les personnes qui venaient d'arriver. Seo Kang-yu était présent. Il avait terminé la phrase de Seo Kang-yu en disant qu'il devait
continuer son héritage. Le visage de Seo Kang-yu se durcit, marqué par le dégoût. Il annonça que l'exécution allait maintenant commencer. La panique éclata parmi les prisonniers. Exécution? Ils crièrent et s'indignèrent avec incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Seo Kang-yu observait la masse qui se tortillait avec des yeux froids et indifférents. Il attendit que le bruit se calme avant de reprendre la parole, sa voix étant basse et menaçante. Il affirma qu'ils avaient tué d'innombrables personnes et se demandait s'ils croyaient vraiment ne pas mériter de mourir. Les prisonniers échangèrent des regards perplexes, se questionnant sur leurs actions passées. Ils se mirent à murmurer qu'ils avaient effectivement causé la mort de nombreuses personnes. Il cria de nouveau qu'il n'avait pas tué tant de personnes. Cependant, celui qui se tenait à l'avant, Aita, avait assassiné 12 individus. Un autre leva la main, plaidant sa cause. Il affirmait que les personnes qu'il avait tuées pouvaient être comptées sur une main. Il faisait partie d'un groupe, responsable de cette vie. Un homme corpulent leva fièrement quelques doigts. Il déclara qu'il n'avait même pas atteint 5 victimes. C'était Cade, encore plus répugnant en raison de ses crimes d'enlèvement, d'agression et de meurtre d'enfants. Pourtant, cette bande d'internés sans remords continuait à interroger Seo Kang-yu. Il se demandait qui il était pour les condamner. L'un d'eux exigea de pouvoir parler à un avocat. Les meurtriers sont des êtres humains comme les autres. Cette déclaration fut accueillie par une vague de jurons et de contestations de la part de la foule. Un détenu, quant à lui, resta silencieux, observant la scène. Il fronça les sourcils, se murmurant à lui-même. Quel bruit! Il avait de longs cheveux verts mousseux et un visage émacié, marqué par le manque de sommeil. Son nom était Choa Gu-wan, et il était impliqué dans 8 meurtres et agressions sexuelles. Au milieu du tumulte, Choa Gu-wan évaluait ses possibilités. Pendant que les autres détenus détournèrent l'attention de Seo Kang-yu, ses yeux, scrutant les interstices de la foule en direction de Seo Kang-yu, s'illuminèrent d'un éclat sinistre. Une idée avait germé dans son esprit. Choa Gu-wan s'éclipsa discrètement. Un pied s'écrasa violemment sur le sol. Alors que les autres détenus poursuivaient leur résistance acharnée contre Seo Kang-yu, Choi Gu-wan, grâce à son pouvoir semblable à du sable mouvant, profita de l'occasion pour se glisser vers la sortie et s'échapper. Mais avant que Choi Gu-wan puisse savourer son triomphe imaginé, quelque chose vint intercepter son visage disgracieux. Seo Kang-yu n'avait même pas envisagé que ce petit bonhomme puisse représenter une menace. Un seul coup de pied fit jaillir un geyser de sang dans les airs. Les détenus en émeute, témoins de cette scène macabre, restèrent silencieux, figés par la peur. Un cadavre mutilé s'effondra au sol. Seo Kang-yu s'exprima d'une voix douce, sa tonalité résonnant dans le silence abasourdi. Il se tenait droit devant les prisonniers ébahis. Il leur annonça qu'il leur offrait une dernière chance. Mettez les dispositifs de surveillance et retournez dans vos cellules en attendant l'exécution. Sinon, vous serez exécutés ici et maintenant par ma propre main. Son expression était aussi froide et implacable que la mort elle-même. La panique s'empara des prisonniers. Leurs visages mettaient dans des masques de terreur et de confusion. Tout à coup, un détenu téméraire, indifférent à la mort, prit la parole, sa voix teintée de moquerie. Que pouvait bien penser cet imbécile? Il gonfla sa poitrine et prononça des paroles arrogantes qui étonnèrent les autres. Il exprima son désir de partager une pensée. Selon lui, si nous devions de toute façon mourir, n'était-il pas préférable de le faire dans une révolte plutôt que de rester allongé à attendre? Cette négociation est vraiment inutile. L'homme était totalement répugnant, un rat avec une bouche sale et une expression suffisante et irritante. Seo Kang-yu, d'une voix ferme, a déclaré que ce n'était pas une véritable négociation. Face au mépris de ce prisonnier odieux, il a lutté pour réprimer sa rage meurtrière et a patiemment expliqué que ce qu'il lui proposait, c'était de la clémence. Un mélange de peur, d'anxiété et de résignation envahissait les prisonniers. Ils chuchotaient entre eux, se demandant s'ils étaient condamnés. Certains exprimaient leur inquiétude quant à la possibilité que l'homme tue tout le monde, tandis que d'autres pensaient que cela ne faisait que prolonger leur souffrance. L'un d'eux avait cru que cet individu n'était qu'un nouveau gardien, ignorant qu'il était en réalité un héros d'Ekuluti. Plusieurs décidèrent de se soumettre à l'équipement, tandis qu'un autre restait silencieux, dégageant une étrange aura lumineuse. Alors que la foule de prisonniers se pressait les uns contre les autres dans une panique renouvelée, il ouvrit grand la bouche, laissant échapper un souffle puissant. À cet instant, son visage ressemblait à celui d'un monstre de haut rang.
Les prisonniers agités cessèrent leur tumulte et se tournèrent pour fixer la silhouette monstrueuse. Une voix s'éleva, tandis qu'un doigt d'une peau sombre désignait le ciel. Le prisonnier s'exprima avec calme, exhortant les autres à prêter attention. Il affirma qu'il n'y avait pas de raison d'avoir si peur, même si l'individu en question était un héros d'Ikoloti. Selon lui, ce n'était qu'un homme. Il mentionna avoir déjà éliminé un héros de rang 2 par le passé et souligna l'importance de l'unité pour réussir. Il commença à motiver les prisonniers les plus faibles, cherchant à les inciter à attaquer Seo Kangyu. Un autre détenu, un peu inquiet, demanda si cela était vraiment vrai. Leur panique initiale ayant laissé place à un sourire sinistre, ils se mirent à dire en chœur que si c'était le cas, l'instigateur intervint alors, affirmant qu'il n'y avait rien à craindre. Il proposa de le tuer et de reprendre leur liberté. Seo Kangyu observa calmement l'orateur, ses yeux brillants d'un rouge intense. Il le qualifia de déchet. La scène se déplaça vers Jo-sul, qui était assise avec une expression sévère sur une chaise. Elle expliqua que la prison de Lucullus classait ses détenus en fonction de leur niveau de dangerosité. Au premier étage se trouvent ceux qui ont ôté de nombreuses vies. Plus de 300 tueurs en série y résident. Au premier sous-sol, on compte plus de 100 criminels de niveau régional. Au deuxième sous-sol, il y avait plus de 30 criminels de niveau local. Au troisième, on comptait 10 menaces de niveau national. Au quatrième sous-sol, il y avait 5 menaces d'envergure continentale. Au cinquième niveau, se trouvaient 3 individus, parmi lesquels Sul Hoan, qui représentent un danger pour l'ensemble de la planète. Jo-sul poussa un soupir. Elle mentionna qu'il y en avait un certain nombre, ce qui représentait une quantité considérable. Cependant, elle précisa que le nombre de prisonniers avec lesquels ils allaient devoir composer serait bien plus réduit. Son visage prit alors une expression sérieuse. Les prisonniers au deuxième sous-sol. Des images de silhouettes désorientées et vacillantes se dessinaient, leurs têtes entourées de cercles dorés lumineux. 2 femmes, l'une aux yeux bleus et l'autre aux yeux rouges, réprimandèrent les prisonniers. Elles leur ordonnèrent de confesser leurs péchés. La scène se déplaça ensuite au 5e sous-sol, où un plafond nu se dévoilait. Une jeune femme était assise dans un coin d'une cellule. Une autre silhouette s'est approchée, la regardant avant de s'exclamer avec étonnement. C'était Seul Hoan, tenant un objet rond, rouge et semblable à de la chair, souriant à la femme assise. « Nous nous détestons tous », a-t-il déclaré avec désinvolture en lançant l'objet qu'il tenait. Il se demanda si quelqu'un était présent. La femme jeta un regard perçant et glacial à Seul Hoan. Seul Hoan esquissa un sourire malicieux, une lueur sinistre dans le regard. Il affirma qu'il pouvait occuper son temps en attendant Seo Kangyu. À ce moment-là, une voix se fit entendre, signalant qu'il y avait un prisonnier plutôt étrange au premier étage. Jo-sul déposa un dossier et avertit Seo Kangyu de faire attention à ce cas particulier. L'image de l'instigateur réapparut, tenant son badge d'identification avec désinvolture. Elle précisa que son nom était Hilasson. De retour dans le présent, Hilasson affichait une expression remarquablement calme, sans trace de peur ni de panique. Il affirmait détenir une compétence particulière qui rendait les gens facilement influençables par ses paroles. Seo Kangyu commença à énumérer ses crimes. Il avait attaqué un hôpital, blessant 30 personnes et en tuant 7. En ajoutant le héros de rang 2, Heita, le bilan s'élevait à 8. Soudain, des lèvres semblables à celles d'un poisson de Hilasson, s'échappa une déclaration glaçante. Il avait tué 10 personnes. Il leva les 2 mains, un sourire maniaque déformant son visage, comme s'il se vantait d'un exploit horrible. Cette héroïne, qu'il qualifiait de garce, était enceinte de jumeaux. Les yeux de Seo Kangyu se plissèrent, s'affûtant comme des lames face aux paroles de Hilasson. Il fixa l'horizon, sa respiration formant un nuage visible dans l'air glacial, avant d'activer le communicateur sur son col. Il s'adressa à l'appareil en l'appelant « Commandant ». « Je pense que je vais devoir utiliser un peu de force », continua Seo Kangyu. Il se renseigna sur la solidité de cette prison. La voix du commandant lui répondit, en l'assurant que la structure ne s'effondrerait pas, peu importe ce qu'il ferait. Seo Kangyu afficha une expression glaciale. Dans ce cas, il n'aurait pas à se retenir. Hilasson, apparemment indifférent à la mort, poursuivait ses provocations. Il se moquait en affirmant que ses adversaires n'étaient que des imposteurs, exprimant un mépris évident envers Seo Kangyu et ses collègues. Il soulignait qu'un héros d'Ikoloti n'avait même pas réussi à capturer Hoang Sul-wan, insinuant qu'ils étaient si désespérés qu'ils avaient utilisé leur propre partenaire comme appât. Un sourire grotesque s'étira sur le visage de Hilasson. Il annonça qu'ils allaient l'envoyer rejoindre son ami décédé. Sur ces mots,
Il inclina la tête en arrière et libéra une vague de puissance brute et indomptée. Les autres détenus, revigorés par la démonstration de Hylason, s'animèrent avec un nouvel espoir. L'un d'eux, le visage déformé par un sourire féroce, s'écria avec enthousiasme qu'il ressentait la puissance. La bouche de Hylason s'ouvrit comme une mâchoire monstrueuse. Il cria de toute sa force de donner l'ordre d'attaquer. Immédiatement, les autres détenus se précipitèrent en avant, formant une vague de corps déterminés à submerger Seo Kang-yu. 2 éclairs d'énergie filèrent vers Seo Kang-yu. Mais tout aussi rapidement, les détenus en tête se déchaînèrent, leurs corps se déchirant comme ceux qui les avaient précédés. Une onde d'énergie sombre balaya les rangs des assaillants. Du sang chaud gicla dans les airs. La première ligne des détenus se désintégra. Une énergie sombre serpentait parmi les prisonniers restants, leurs cris de terreur résonnant à travers la prison. « Qu'est-ce que c'est ?» Le carnage laissé par la puissance de Seo Kang-yu était horrifiant. Des membres gisaient sur le sol tels des feuilles mortes. Quelques survivants restaient figés, ancrés à leur place, leurs jambes tremblant. Parmi eux se trouvait Hylason, dont l'arrogance d'autrefois avait laissé place à l'incrédulité et à la terreur. Soudain, un pied s'abattit avec une force brutale. C'était Seo Kang-yu. Son coup de pied en plein vol libéra une toile d'énergie sombre. Il abattit à nouveau son pied, avec une force doublée. Des filaments cramoisis de puissance s'étendirent dans toutes les directions. Alors que son pied s'écrasait au sol, sa puissance atteignait son apogée. Les derniers détenus furent anéantis, envoyés en enfer par la force incroyable de ce coup. La scène changea soudainement pour laisser place à un coucher de soleil paisible, comme si le carnage précédent n'avait été qu'un mauvais rêve. Une silhouette était assise dans une pièce plongée dans l'obscurité. Un homme, la tête penchée, restait immobile et silencieux. Tout à coup, le prisonnier leva les yeux. Ses yeux, visibles à travers le tissu qui recouvrait sa tête, se posèrent sur quelque chose d'invisible. Une voix, teintée d'hésitation, appela. « Seo Kang-yu » Dans un autre endroit, un autre détenu cria. Il continuait d'être frappé par Seo Kang-yu, au bord d'être envoyé dans l'au-delà, mais il ne pouvait s'empêcher de jurer « Merde !» Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Seo Kang-yu poursuivait sa course, s'occupant des prisonniers morts restants. Ceux-ci se recroquevillaient et tremblaient, tentant de se soustraire à son emprise. Ses yeux brillaient d'une intensité féroce alors qu'il se jetait sur eux, ses poings devenant de redoutables armes. La tempête de ses coups, transformée en une vague de puissance brute qui s'abattit sur eux. Des cris de « Non, arrêtez !» résonnaient à travers la prison. Du sang gicla dans les airs, 2 bruits sourds, répugnants. Ses poings, tels un filet, déchiraient les détenus rassemblés. Ses poings ressemblaient aux griffes d'une bête monstrueuse. Les yeux des prisonniers s'écarquillèrent d'horreur alors qu'ils étaient enveloppés par une énergie rouge sang. Même Hylason n'a pas été épargné. Lui aussi a été coupé en 2 par cette puissance tranchante. Pendant un instant, son expression est restée inchangée, comme s'il n'avait pas ressenti la douleur. Puis, ses yeux se sont écarquillés, trahissant son incrédulité. « Non » a-t-il murmuré. « Impossible. » Les conséquences de l'assaut de Seo Kang-yu étaient une scène de carnage. Les prisonniers restants gisaient en morceaux. Lorsque Seo Kang-yu retira son pouvoir, il ne resta qu'un tableau apocalyptique et macabre. Seo Kang-yu annonça que le premier étage était dégagé et qu'ils allaient repasser à l'isolement. Derrière lui, une scène se déroulait. Une vision que personne ne souhaiterait jamais voir, mais que ces hommes avaient mérité. Combien avaient été tués? Il était impossible de le déterminer en observant la montagne de cadavres. Les dizaines, les centaines. La force meurtrière des poings de Seo Kang-yu continuait de dégager une puissance redoutable. Il se tenait maintenant devant 2 prisonniers, l'un grand, l'autre petit, tous 2 envahis par la terreur. La voix de Seo Kang-yu était glaciale, ses yeux perçants. Il leur ordonna de faire un choix, l'appareil ou la mort. Le plus petit des prisonniers tremblait de peur. Le plus grand, quant à lui, grognait de colère. Il s'est jeté sur Seo Kang-yu avec un rugissement méprisant, l'insultant de « bâtard ». Seo Kang-yu avait simplement levé une jambe, et le prisonnier le plus imposant avait explosé, rejoignant les restes macabres des autres. Il y avait eu près de 300 personnes au premier étage. Le prisonnier restant, témoin de cette mort instantanée, il était envahi par la terreur. Il leva rapidement les mains en signe de reddition. Il affirma qu'il allait porter le dispositif. Seo Kang-yu ordonna de venir le chercher. Le prisonnier balbutia qu'il obéirait. Il leva prudemment ses mains tremblantes. Il demanda timidement de lui remettre l'objet. Les yeux de Seo Kang-yu se plissèrent, alors qu'elle l'observait attentivement. Au moment où il semblait avoir décidé de donner de l'importance à sa vie,
Un sourire tordu se dessina sur son visage. Une puissance, qu'il considérait supérieure à celle de Seo Kangyu, émanait de ses mains. Il éclata de rire en lançant l'énergie vers Seo Kangyu, l'insultant avec colère. « Espèce de salaud, baisse !» Il éclata de rire de manière maniaque. Il se moqua en disant qu'il ne se plierait jamais à ses ordres, cet imbécile. Tout à coup, ses yeux s'écarquillèrent. Au-delà de son attaque, Seo Kangyu restait indemne. Le prisonnier, stupéfait, avait du mal à croire ce qu'il voyait. Un des méchants que Tom avait capturé avait déjà déclaré que ceux qui manquèrent de force physique étaient vraiment pitoyables. Selon lui, Tom prônait l'égalité. Une prisonnière, enchaînée, fit son apparition. Malgré ses entraves, elle riait de manière maniaque. Elle affirmait qu'il n'avait aucune idée de ce que cela faisait d'écraser quelqu'un, même à distance. Un point familier s'abattit sur le visage de la prisonnière. « C'est comme ça, Millie ?» La tête de l'homme éclata instantanément dans les airs, comme si elle avait été écrasée comme un œuf dans une main géante. Seo Kangyu se retrouva alors dans un autre espace, un environnement plus propre et plus stérile. Il appuya sur un bouton rouge sur le mur. Lorsque la porte s'ouvrit, Seo Kangyu se tenait en silhouette contre la lumière. Une voix résonna de l'intérieur. Elle fit remarquer que c'était bruyant à l'extérieur. Seo Kangyu se contenta de fixer l'autre avec des yeux glacials. Le prisonnier déformé poursuivit en affirmant qu'il savait qu'elle viendrait après 3 ans. Le front de Seo Kangyu se plissa d'agacement. Le prisonnier continua en s'adressant à lui, en lui rappelant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il s'agissait de Triuk Fido, un détenu en isolement au premier étage, connu pour être un cannibale et un tortionnaire. Il se moqua en demandant s'il se souvenait de lui. Triuk Fido se leva. Il observa que son interlocuteur avait changé de travail et fit remarquer que cela ne semblait pas lui réussir. Seo Kangyu, indifférent aux provocations, répondit d'un ton glacial qu'il fallait faire un choix. La vie ou la mort. Triuk Fido retira son bâillon, un sourire malveillant déformant son visage. Il commença à parler sans s'arrêter, exprimant qu'il n'aurait jamais imaginé les rencontrer de cette manière, lui et ses petits camarades héros de la guilde Ikoloti. La scène revint en mémoire, rappelant la capture de Triuk Fido, enchaîné à un rocher par les héros Ikoloti. Seo Kangyu avait été surpris à ce moment-là, son regard attiré sur le côté. Là, une casserole à moitié découverte mijotait, remplie d'une substance d'un rouge sanglant. Alors que Kangyu observait avec un dégoût perplexe, Triuk Fido prit la parole, sa voix empreinte de malveillance. Il fit une grimace, imitant un sourire grotesque. Il affirma que cela ne semblait pas appétissant. Puis, il ajouta que Kangyu avait l'air de vouloir tuer, n'est-ce pas? Seo Kangyu fixa Triuk Fido avec une intensité rageuse. Ce dernier ne cessait de l'inciter, affirmant qu'il n'oserait pas agir. Une énergie sombre crépitait autour de la main de Seo Kangyu. Ses camarades l'observaient avec une inquiétude croissante. Seo Kangyu s'élança, le poing serré, en hurlant qu'il allait le tuer. Au moment où son poing s'apprêtait à frapper le visage de Triuk Fido, une voix perça l'air. L'arrivée de l'inconnu le fit hésiter. Sul Ohan, le visage marqué par la tristesse, a supplié de ne pas agir ainsi. Seo Kangyu ne pouvait que réprimer sa colère. Mais Triuk Fido ne cessait de se moquer. Il faisait remarquer que les petits amis de son interlocuteur semblaient très déçus. Dans le présent, Seo Kangyu leva la main, une énergie sombre tourbillonnant autour. Il annonça que s'il n'obtenait pas de réponse, il considérerait que son interlocuteur avait choisi la mort. Triuk Fido continua de parler sans s'arrêter, se demandant pourquoi il tuait. Seo Kangyu, ayant dépassé le seuil de la patience, l'interrompit brusquement. Dans un éclair d'énergie sombre, la tête de Triuk Fido fut tranchée de son corps. Une voix résonna, de manière incroyable, depuis la tête tranchée. Un sourire grotesque s'étira sur le visage de Triuk Fido. Il expliqua que c'était parce qu'il souhaitait qu'on se souvienne de lui. Il réapparut, d'une manière ou d'une autre, ailleurs, levant les mains dans un geste de fausse reddition. Il affirma qu'il les tuait, devenant ainsi la chose la plus mémorable de leur existence. L'image de l'une de ses victimes, les yeux écarquillés de terreur, traversa la scène. Il ajouta que lorsqu'il mourrait par son talent, il ne l'oublierait jamais. Son image, tel un insecte venimeux, s'imprimait dans l'esprit de ses victimes. Elles étaient piégées, enchevêtrées par son pouvoir terrifiant. Il riait, un son monstrueux et satisfait. Ils graveront mon image dans leurs yeux, Triuk Fin's Ability, comme si une preuve de création pouvait te révéler les souvenirs de ceux que j'ai tués. Seo Kangyu observa avec une grimace l'exhibition de cruauté de Triuk Fido. Des insectes grotesques, d'un noir violet, semblant être des manifestations de son pouvoir, bourdonnaient autour de lui.
Triuk Fido poursuivit son discours arrogant. Devrais-je te montrer chacun d'eux, alors? Une image spectrale d'une tête se matérialisa sous la main de Triuk Fido. Il commença à parler, mais ses paroles furent interrompues lorsque les yeux de Seo Kangyu s'illuminèrent. Une vague d'énergie sombre trancha l'air, sectionnant le bras qui venait de faire apparaître la tête. Triuk Fido saisit le moignon ensanglanté, un cri de douleur s'échappant de ses lèvres. La voix de Seo Kangyu, glaciale et percutante, résonna dans l'atmosphère. Elle interrogea avec une pointe de cruauté si cela était dû à son statut de prisonnier en isolement. Seo Kangyu transforma son pouvoir en une lame scintillante, s'approchant du Triuk Fido qui se tordait. Il exprima son désir de faire taire cette bouche incessante. Se tenant au-dessus du prisonnier, il dégageait une impression de fatalité. Il souligna que le temps manquait à son adversaire pour l'attaquer avec ses compétences. Triuk Fido laissa échapper un sanglot étouffé. La sueur perlant sur son front, Triuk Fido demanda d'une voix haletante s'il pouvait poser une question avant de mourir. Il voulait savoir si Seo Kangyu se souvenait des personnes qu'il avait tuées. Seo Kangyu, brandissant sa lame énergétique, répondit d'un ton neutre qu'il n'avait aucun souvenir. Rien qui vaille la peine d'être retenu, surtout pas des déchets comme lui. Soudain, l'expression de Seo Kangyu se durcit. Triuk Fido, un sourire tordu sur le visage, évoqua des images des camarades tombés de Seo Kangyu dans une tentative cruelle de manipulation. L'image de Sul Hoan se matérialisa, ses yeux empreints de tristesse. Seo Kangyu se figea, son regard rivé sur cette apparition. Deux autres camarades spectrales apparurent, leurs expressions chaleureuses et familières. Triuk Fido, bien qu'imbibé de sueur, profita de l'occasion. Il demanda alors s'ils se souvenaient de ces personnes. Cependant, la détermination de Seo Kangyu était de nouveau présente. Il leva son épée, faisant fi des supplications qui l'appelaient par son nom. L'ombre de Seul Hoan continuait à l'interpeller alors que la lame s'abattait. D'un coup puissant, Seo Kangyu trancha à travers les illusions. Les silhouettes spectrales se dissipèrent et la réalité reprit son éclat. Les yeux de Seo Kangyu, aiguisés et menaçants, se plissèrent. Il ordonna de mettre fin à ces manigances futiles. Le sourire tordu de Triuk Fido persistait. Il poursuivait ses provocations en exprimant son incrédulité face à la capacité de ses interlocuteurs à trahir leurs propres collègues sans la moindre hésitation. La voix de Seo Kangyu était glaciale. Triuk Fido, perplexe, fronça les sourcils. Seo Kangyu termina sa phrase, son ton dépourvu d'émotion. Il évoqua simplement des illusions. Dans un éclat d'énergie sombre, le corps de Triuk Fido fut coupé en deux. Les deux moitiés du prisonnier s'effondrèrent au sol. Seo Kangyu baissa les yeux vers le cadavre. Sa voix était basse. Il affirma qu'il n'était plus un héros, mais un gardien. Triuk Fido, avec le sang qui gargouillait dans sa gorge, réussit néanmoins à s'exprimer. Il lui fit remarquer qu'il était bien plus qu'un simple gardien. Ses yeux se fermèrent, mais il parvint à articuler ces derniers mots, une réplique venimeuse. Il qualifia son interlocuteur de monstre. Seo Kangyu demeura silencieux, son visage impassible. La voix de Triuk Fido s'éteignit dans un râle de mort. Il évoqua un monstre, tout comme Seul Hoan. Seo Kangyu, indifférent aux paroles de l'homme sur le point de rendre l'âme, se détourna, les yeux rivés sur les débris. La scène se déplace vers Seul Hoan. Il affiche une expression d'ennui, regardant vers le haut avec une indifférence manifeste, ne montrant aucune résistance. Une prisonnière est recroquevillée dans un coin, meurtrie et étendue sur le sol après son agression. Son visage est vide, sans aucune émotion. Seul Hoan se plaint avec l'insatisfaction capricieuse d'un enfant gâté, un spectacle vraiment répugnant. Il se demande quand Seo Kangyu va descendre, ou s'il doit plutôt monter à sa rencontre. Il réfléchit à sa prochaine action après avoir maîtrisé tous les adversaires à ce niveau. La nuit est tombée. La lune brille par intermittence à travers les nuages sombres qui dérivent. Trois silhouettes se tiennent au sommet d'une falaise, observant la scène de loin. Un homme prend la parole en s'adressant à une femme nommée Shinka. Il lui demande quand elle va commencer. Shinka lui répond avec un sourire en faisant allusion à Seo Kangyu, qui vient d'arriver à l'étage inférieur. Son expression est glaciale, son visage un masque d'intention meurtrière, annonçant la violence à venir. Shinka se couvre la bouche, un air d'excitation et d'anticipation se dessinant sur ses traits. « Mon cher époux », murmure-t-elle. « Votre mari » demande l'un des hommes, perplexe, en observant Seo Kangyu sur un écran. Elle se retourne vers eux, un large sourire aux lèvres. « Oui, c'est mon mari. » L'homme, qui s'appelle Anis, poursuit. Il esquisse un sourire en la questionnant. Il demande si son mari est bien Seul Hoan.
Un autre membre du trio, Hato, intervient en confirmant. Il souligne que c'est justement pour cette raison qu'elle a attaqué M afin de le sauver. Anis mentionne que l'homme en bas est le héros, soulignant qu'il est la personne la moins utile pour le progrès de l'humanité. Shinka répond avec désinvolture qu'il était effectivement le héros. Cependant, son expression se transforme en une grimace maniaque. Elle déclare alors qu'elle ne voit absolument aucun héros en lui. Un silence pesant s'installe après cette affirmation. Pendant ce temps, Seo Kang-yu reste vigilant, son visage affichant une froide détermination. Anis suggère qu'il devrait faire un choix unique. Hato acquiesce en ajoutant que la polygamie est illégale. Shinka semble réfléchir à ses possibilités. Elle se demande s'il est plus jeune ou plus âgé, car cela revêt une certaine importance, étant donné qu'ils ne s'entendent pas. Deux symboles brillent dans ses pupilles. Elle se comporte comme si elle était un grand prix à remporter. Une anticipation sinistre se dessine sur son visage. Elle se demande alors qui cela pourrait être. La scène se déplace vers un plafond parsemé de luminaires. Yo-sul apparaît derrière Seo Kang-yu. Elle le félicite en disant qu'il a bien agi. Warden Seo Kang-yu. Son regard perçant se pose sur le cadavre du prisonnier. Elle mentionne qu'ils ont déjà terminé le premier niveau du sous-sol. Puis, avec une pointe de prudence, elle ajoute que la force des prisonniers augmente de manière exponentielle, et qu'il serait donc sage de faire une pause. Seo Kang-yu l'interrompt, rejetant sa proposition. Il se tourne, son visage affichant une détermination farouche. Il déclare qu'il va s'y rendre immédiatement et demande d'ouvrir la porte. Yo-sul, surpris un instant, acquiesce en répondant qu'il a compris. « Avant que tu ne descendes là-bas, j'ai une faveur à te demander. » Au niveau inférieur, le sous-sol 2, il reste encore des gardiens qui envoient des signaux. L'image se fixe sur un groupe de gardiens affaiblis, encerclés par des prisonniers menaçants. Une gardienne, les dents serrées, brandit son bâton de manière défensive et se demande combien de gardiens se trouvent à chaque étage. Seo Kang-yu répond à la question de Yo-seul en exprimant son incertitude, tout en se demandant s'il serait possible de ramener les personnes concernées à leur famille. Yo-seul lui fait savoir que tout l'équipement de communication au sous-sol est hors service, ce qui l'empêche de connaître le nombre exact de personnes. Cependant, il est convaincu qu'il n'y en a qu'une seule. L'image se déplace alors pour montrer des traces de sang étalées sur le sol. Un gardien dont les jambes ont été amputées se traîne douloureusement sur le sol. Tous les dispositifs de communication au 5e sous-sol étaient encore opérationnels et l'image de la caméra s'est allumée. Un gardien avait réussi à s'y traîner. Il devait être dans un état de désespoir, hurlant devant l'objectif de la caméra qu'il avait besoin d'aide, implorant quelqu'un de venir à son secours. Cependant, derrière ce gardien pitoyable, Sul Oh-han fit son apparition, accompagné d'un autre détenu. Avec un éclat cruel dans le regard, Sul Oh-han tendit la main. Instantanément, le visage du gardien commença à cloquer et à enfler. Une explosion horrible s'est produite, projetant du sang sur l'objectif de la caméra. Seo Oh-han, un sourire triomphant déformant ses lèvres, a fixé la caméra de surveillance. Il a déclaré avec mépris qu'il allait montrer cela à ceux qui se trouvaient au-dessus, tout en brandissant un orbe charnu d'un rouge écœurant. Seo Kang-yu ajusta sa casquette. Il annonça qu'il allait descendre, sa voix étant monotone, ce qui provoqua une onde d'inquiétude parmi les personnes présentes. Yo-sul répliqua qu'elle allait ouvrir la porte entre les deux niveaux de sous-sol. Elle s'adressa ensuite à son appareil de communication. Une lueur se manifesta alors que la porte commençait à s'ouvrir. Pendant que Seo Kang-yu patientait, Yo-sul émit un nouvel avertissement. Il insista sur le fait qu'il fallait faire attention. Selon lui, la différence de puissance entre les prisonniers des deux niveaux était frappante, presque comme un contraste entre le jour et la nuit. Alors qu'elle terminait de parler, la porte s'ouvrit complètement, dévoilant ce qui se trouvait de l'autre côté aux yeux perçants de Seo Kang-yu. Son visage se durcit. Une horde d'internés sauvages s'est précipitée en avant, attaquant Seo Kang-yu en masse. Ils étaient en extase, l'entraînant au milieu d'eux comme s'il s'agissait d'un jouet. Ah 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 ah! Le premier qui l'attrape gagne. Des éclats de lumière multicolores jaillirent alors que les détenus, chacun armé d'une arme à feu, prenaient à la visée et tiraient, leur provocation résonnant dans la salle. Ils s'exclamaient de manière agressive, exprimant leur satisfaction à l'idée que leur cible était enfin là. « Vise-le! Je savais qu'il viendrait ici! Prends ça, espèce de salaud !» Yo-sul s'écria avec inquiétude en appelant Seo Kang-yu. Cependant, sa voix fut interrompue par une voix rauque qui lui conseilla de se préoccuper d'abord d'elle-même avant de s'inquiéter pour les autres. Une main imposante se tendit devant elle. Un détenu afficha un sourire, une expression de plaisir pervers sur le visage.
Il fit remarquer d'une voix rauque qu'elle était gardienne, avant de saisir le cou de Yosul de sa main déformée, la soulevant dans les airs. Il ajouta que c'était une occasion rare. « J'ai toujours rêvé de fracasser ce visage arrogant », a-t-il grogné. Yosul serra les dents, luttant contre son emprise. Le sourire du détenu s'élargit. « Devrais-je le faire maintenant ?» Il se retourna vers les autres, se vantant qu'il s'agissait d'un gardien. Il affirmait que celui qui les attraperait en premier. Mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Alors qu'il se vantait, ses camarades de cellule s'étaient effondrés au sol, inanimés. Il balbutia, l'incrédulité se lisant sur son visage. Il leva les yeux avec effroi. Au-dessus de lui se tenait Seo Kang-yu, le poing replié, prêt à porter un coup mortel. Sans hésitation, Seo Kang-yu a lancé une série de coups de poing puissants. Il ne s'est pas arrêté tant que la main du détenu n'a pas lâché Yosul, qui est tombé au sol, étourdi. Une voix s'est élevée, avertissant de ne pas descendre là-bas. Seo Kang-yu se redressa, son regard rivé sur Yosul. Il lui fit part d'une mise en garde en déclarant que le niveau de sous-sol 2 était dangereux. Yosul ne put que hocher la tête, sa voix tremblante, et affirma qu'elle comprenait. Avant qu'il ne puisse avancer davantage, Yosul l'interpella en l'appelant, en lui annonçant que Tomoki avait été capturé au niveau du sous-sol. Une image de plusieurs femmes enchaînées s'imposa à l'esprit de Seo Kang-yu. Il poursuivit sa marche en silence un instant avant de répondre qu'il était au courant. La scène se déplaça vers une cellule d'isolement au premier sous-sol. Plusieurs détenus au physique imposant discutaient entre eux. L'un d'eux exprima son inquiétude en demandant s'ils avaient entendu des cris, se demandant si la personne avait réussi dans son entreprise. Une détenue au regard énigmatique et à la silhouette généreuse s'écria qu'ils étaient tous des imbéciles. Elle se demanda si l'un d'eux pensait vraiment avoir réussi à semer un tel désordre dans cet endroit. Elle, Tomoki, celle qui avait tué 28 héros, se frappa le front avec un air d'arrogance. Elle expliqua que les méchants restaient toujours des méchants parce que les anciens héros n'étaient pas assez intelligents. Une voix furieuse s'éleva en criant qu'elle était une traînée. Un détenu imposant s'approcha d'elle, les dents serrées. Il lui demanda si elle souhaitait qu'il la tue. Tomoki éclata de rire en rétorquant qu'il n'avait qu'à essayer. « Tu n'as tué que des gens ordinaires. As-tu déjà tué quelqu'un avec des super-pouvoirs » Le détenu corpulent resta silencieux. Tomoki poursuivit, en se désignant avec fierté. « Non ? Ou même combattu contre eux ? Si tu ne sais pas pourquoi je suis ici, c'est parce que je les ai tués. » Une aura meurtrière émanait du détenu massif. Il affirmait qu'il tuerait quelqu'un ayant des super-pouvoirs sur le champ. Mais en un éclair, Tomoki déploya ses griffes monstrueuses, fendant l'air depuis le sommet de la tête du détenu. Tué, un geyser de sang jaillit. Le bras grotesque de Tomoki, désormais trempé de rouge, goûtait tandis qu'une aura glaçante l'enveloppait. Elle s'interrogea sur l'identité de la victime, s'adressant à lui avec une exaspération palpable. Les autres détenus dans la cellule restaient figés de terreur. Tomoki poursuivait, sa voix empreinte de fierté. Elle affirmait qu'autrefois, en tant que héroïne, elle avait capturé d'innombrables méchants. Elle savait donc comment appréhender ceux qui possédaient des super-pouvoirs. Se tenant devant le cadavre découpé, un sourire cruel déformait ses lèvres. Elle ajoutait qu'avec cette connaissance, elle avait mis fin à la vie de nombreux héros. Tomoki s'était installée sur le dos d'un détenu tremblant, telle une reine sur son trône. Elle poursuivit, sa langue se faufilant pour goûter le sang sur sa main dans une démonstration répugnante. Elle annonça qu'elle allait enseigner à ceux qui se trouvèrent de son côté comment traquer une personne dotée de super-pouvoirs. La scène se déplaça vers Seo Kang-yu, dans la prison faiblement éclairée. Son regard perçant était fixé droit devant lui. La voix de Tomoki résonnait, un sourire venimeux se dessinant sur son visage. Elle affirmait avec assurance qu'elle connaissait le pouvoir de Seo Kang-yu. Une voix empreinte d'incrédulité s'éleva, se demandant comment il était possible de connaître le pouvoir de Seo Kang-yu. Tomoki, toujours assise sur son trône improvisé, posa une main sur sa poitrine. « J'étais un héros aussi, vous savez. J'ai des sources fiables. » Un autre détenu a interrogé, en soulignant que même s'il était au courant, que pouvait-il faire contre lui? Cet homme était un héros d'Ikoloti, une organisation peuplée de héros de premier plan, contrairement à des héros de troisième zone comme lui. L'expression de Tomoki devint sinistre. Elle commença à donner des explications. Depuis que Laoshia est devenu le responsable d'Ikoloti, la profession de héros a connu des transformations. Tout d'abord, les modalités d'intervention des héros ont été modifiées. Il n'est plus permis de tuer des prisonniers à sa guise. Deuxièmement, ils organisent généralement des séances d'entraînement en groupe entre les héros. En fin de compte,
Le système de classement des héros, allant du rang 1 au rang 5, a été supprimé. Tomoki a affirmé avec assurance qu'il soulevait ce point parce qu'à l'époque où Seo Kangyu a rejoint Ikoloti, le système de classement était en maintenance. Seo Kangyu avait été choisi spécialement, bien qu'il n'ait pas d'accomplissement notable. En d'autres termes, il avait réussi à intégrer l'équipe grâce à des relations. Des rumeurs circulent même à son sujet, suggérant qu'il serait l'amant de Laosia. L'autre détenu paraissait encore hésitant. Il avouait qu'il n'avait jamais vu cet homme se battre. Cependant, il soulignait que la manière dont il avait nettoyé le premier sous-sol en un clin d'œil laissait penser qu'il devait être au moins de rang 3, un niveau au-dessus d'eux. Tomoki se moquait avec mépris, affirmant que le premier sous-sol était rempli d'insectes et que même eux pouvaient s'en occuper sans problème. Sa voix résonnait, énumérant sans effort les noms. Elle mentionna que celui avec les cheveux en pique, Showa Moka, avait tué 1738 personnes. Ensuite, elle indiqua que celui avec la cicatrice sur le visage, Hoen Hyun-e, avait causé la mort de 1983 individus. Elle ajouta que celui aux grands yeux, Korean, avait tué 2270 personnes. Enfin, elle précisa que celui aux yeux étroits et pensifs, Mizu Yonak, avait tué 3521 personnes. C'est exact, elle a poursuivi en désignant un homme grand, musclé et relativement jeune. Elle a mentionné que Speak a tué 6435 personnes. Les autres détenus restaient inquiets. Tomoki continua d'avancer. Elle affirmait que Seo Kangyu n'était pas faible, qu'il était réellement fort. Cependant, elle ajouta avec une grande assurance qu'elle connaissait son point faible. Elle proposa donc de s'unir pour le vaincre. Speak prit alors la parole, intrigué. Il demanda si elle était vraiment au courant de cette faiblesse. Elle répondit avec désinvolture, affirmant que oui, bien sûr. Pourquoi vous vous prenez autant la tête avec ça? Combien de temps allez-vous encore réfléchir? Décidez-vous enfin, dépêchez-vous. Les autres restaient indécis. Seo Kangyu arrive, il est presque là. En entendant cela, les détenus se mirent à lever les mains en masse. Plusieurs exprimèrent leur enthousiasme en disant qu'ils voulaient en participer. Seul Speak demeura silencieux, ce qui poussa la jeune femme à se tourner vers lui et à lui demander ce qu'il en pensait. Il a finalement pris sa décision. Il a exprimé son accord et a demandé quel était le plan. Tomoki a commencé à expliquer que, depuis le siècle dernier, lorsque les humains ont commencé à développer des super-pouvoirs, les scientifiques, grâce à leurs recherches, avaient classé ces capacités en 3 catégories. Le premier type peut transformer ou améliorer le corps. Ce sont des capacités physiques. Le deuxième type peut créer des objets à partir de rien. Ce sont des capacités de création. Ceux qui possèdent des compétences qui ne rentrent pas dans ces 2 catégories sont appelés compétences hétérogènes. Les détenus se tenaient debout, regardant droit devant eux, en attendant. Un chapeau familier fit son apparition. Seo Kangyu franchit le seuil de la porte, croisant les regards pleins d'attente des détenus. L'un d'eux s'exclama avec enthousiasme qu'il était enfin là. 2 prisonniers échangèrent des regards complices, et une tension palpable s'installa entre eux. L'énergie électrique s'est déversée dans les yeux d'un autre détenu. Il avait identifié sa cible. Un courant puissant a envahi l'esprit de Speak. Il a demandé s'il le voyait. Tomoki, toujours juché sur le dos d'un autre détenu, affirma avec désinvolture qu'elle possédait la capacité physique de communiquer par télépathie. Ses yeux brillaient désormais d'une lumière électrique. Avec assurance, elle analysa son adversaire. Elle observa que le pouvoir de Seo Kangyu était également physique, tout comme le sien. Tomoki était convaincu de connaître le point faible de Seo Kangyu. Elle l'avait observé pendant ses séances d'entraînement quotidiennes. Elle se disait avec mépris que le robot d'entraînement HL-12, en mode combat, ne représentait pas un véritable défi. Elle le regardait avec un certain dédain. Seo Kangyu s'entraînait avec le robot géant. Le niveau de difficulté était réglé sur facile. Il se tenait devant les détenus rassemblés et prononça sa phrase emblématique. « Vous avez vos dispositifs de surveillance activés ? Parfait. Si vous souhaitez mourir, faites-le moi savoir. » Soudain, du plafond, un éclair de puissance s'abattit sur lui. Quelques instants plus tard, une explosion éblouissante éclata à côté de Seo Kangyu, qui restait plongé dans ses pensées avec assurance. Il ne cherche pas à éviter cela, n'est-ce pas? À ce moment-là, un détenu excité tendit la main, libérant sa propre force. Tomoki se servait des portes des cellules comme d'un bouclier improvisé, permettant ainsi aux détenus dotés de capacités créatives et variées de mener une attaque incessante. Les prisonniers renforcés lançaient sans relâche leur pouvoir sur Seo Kangyu.
Tomoki utilisait les portes des cellules comme une ligne de défense improvisée, permettant à ceux dotés de capacités créatives et hétéromorphes de mener une attaque incessante. Les détenus renforcés déchaînaient sans relâche leur pouvoir contre Seo Kang-yu. Parlant, tout en amplifiant son pouvoir, fit remarquer qu'il avait raison. Seo Kang-yu se tenait là, impassible face aux attaques. Tomoki esquissa un sourire, satisfait. Cependant, elle comprenait pourquoi Seo Kang-yu ne réagissait pas à ses assauts. Une énorme explosion se produisit, mais elle ne parvint pas à causer le moindre dégât à Seo Kang-yu. Alors que la fumée se dissipait, Seo Kang-yu se tenait là, son expression froide et impassible. Derrière lui, une vague de puissance, apparemment plus intense que les autres, se précipitait vers lui. Cependant, Tomoki avait une autre carte à jouer. C'était cette attaque par derrière. Seo Kang-yu jeta un regard détaché en arrière vers l'attaque à longue portée qui approchait. La sérénité dans ses yeux vacilla soudainement face à l'impact de la force qui le frappa, son corps tremblant sous la violence du choc. Sa main, également, commença à se déformer sous la pression de cette puissance. Après que l'attaque se soit calmée, Seo Kang-yu resta immobile. Le détenu qui avait mené l'assaut à distance affichait un sourire triomphant, affirmant qu'il avait réussi. À cet instant, un petit bouton sur le col de Seo Kang-yu clignota. C'était un dispositif de limitation de puissance. Comme tu l'as mentionné, j'ai récupéré une douzaine de ces objets sur les cadavres des gardes. Une main tenant le col est apparue. C'était Speak. Il semblait toujours hésitant. Il se demandait si cela fonctionnerait vraiment, en soulignant que ces éléments provenaient du premier sous-sol. Tomoki a affirmé qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Selon lui, il suffisait d'en ajouter davantage. Il a précisé que cela provenait du premier sous-sol, et que 10 unités étaient suffisantes pour un héros de rang 2. Même un héros de rang 1 serait impuissant face à 15. Mignon pouvait les appliquer grâce à son pouvoir. Mignon, tenant une pile de dispositifs, a souri en disant qu'il avait compris. Il a mentionné qu'il avait déjà éliminé 2421 personnes, en soulignant son aptitude à manipuler des objets. Tomoki a suggéré de mettre 30 sur lui, juste au cas où. Le corps de Seo Kang-yu était désormais recouvert de dispositifs limitant ses pouvoirs. Il restait immobile. Les autres détenus ont applaudi avec enthousiasme, se moquant de lui en disant qu'il avait terminé et qu'il lui avait mis des dispositifs de limitation de puissance. Cependant, il y avait 3 défauts dans le plan de Tomoki. Leur joie a été rapidement interrompue, laissant place à une horreur choquée. Les dispositifs de limitation de puissance autour du cou de Seo Kang-yu commencèrent à se fissurer. Ses yeux brillaient intensément, tels ceux d'une bête féroce. C'était le premier défaut. La puissance qui émanait de lui restait aussi forte qu'auparavant, totalement intacte. La force de Seo Kang-yu. Les détenus observaient avec effroi les appareils brisés tomber au sol, puis un coup mortel s'abattit d'en haut. Le poing de Seo Kang-yu provoqua des fissures se propageant parmi les détenus, semblables à celles du premier étage, mais bien plus impressionnantes que tout ce qu'un héros de rang 1 aurait pu infliger. Le détenu cracha du sang, son corps était secoué par la douleur. Son casque amplificateur de puissance était brisé. Speak balbutia que les dispositifs de limitation étaient tous hors d'usage. Tomoki, ayant perdu toute sa fierté, observait la scène avec incrédulité, s'exclamant intérieurement « Qu'est-ce que ?» Un cri glaçant déchira l'air. Plusieurs détenus tressaillirent, se retournant pour fuir le regard de Seo Kang-yu. « Merde !» Tomoki a crié qu'il fallait activer le plan B immédiatement. Speak a rapidement transmis l'ordre par télépathie, demandant à tous de mettre en œuvre le plan B. Une voix forte a ensuite retenti, lançant un avertissement à Seo Kang-yu. « Restez immobile !» Une main grotesque s'était refermée autour de la gorge d'un garde malheureux. Le détenu qui le tenait en otage a menacé Seo Kang-yu en disant qu'il le tuerait s'il bougeait. Les autres détenus, encouragés par leur audace, firent ressortir davantage de gardiens, les utilisant comme des boucliers. Seo Kang-yu se contenta de lever la main. Les détenus, luttant contre son pouvoir réprimé, renforcèrent leur emprise. Il s'agissait d'une seconde erreur. Du sang gicla dans l'air. L'otage, terrifié, se pencha pour essayer de voir. Les mains des détenus, désormais dégoulinantes de sang, relâchèrent leur emprise. Seo Kang-yu, de l'autre côté de la pièce, n'avait tendu qu'un seul doigt. Cependant, la force qu'il dégageait était loin d'être discrète. Les capacités de Seo Kang-yu étaient physiques, mais le garde, les yeux écarquillés par l'horreur, parvint à articuler avec difficulté qu'il ne comprenait pas comment une telle chose pouvait être possible. La cellule de prison s'était transformée en un tableau de carnage, éclaboussé de sang. Ses dernières paroles,
prononcés dans un état de disbelief, s'évanouirent en évoquant une puissance incroyable. La scène à l'intérieur de la prison était brutale. Les détenus, abattus d'un simple mouvement de doigt de Seo Kang-yu, gisaient dans une mare de sang qui ne cessait de s'étendre. Les gardes restants avaient été libérés. Il était évident que cela fonctionnait comme une capacité hétéromorphe. Troisième et dernière erreur. Quelques détenus se regroupèrent dans un coin, la panique visible sur leur visage. L'un d'eux s'exclama avec inquiétude qu'il devait envisager d'activer les dispositifs de suppression. Un autre détenu tendit la main, celle-ci tremblante. La sueur perla sur son front. Il annonça qu'il allait activer le dispositif de suppression et demanda grâce, mais sa supplication fut interrompue. Ses yeux se sont révulsés alors qu'un nouveau geyser de sang jaillissait. Pour ceux qui avaient des remords trop tardifs, Seo Kang-yu n'avait aucune pitié. Il poursuivait sa progression implacable à travers la prison. Son pouvoir se diffusait autour de lui, créant une onde de terreur palpable. Même les détenus des étages supérieurs se recroquevillaient, attendant inéluctablement le contact fatal. Les lèvres de Seo Kang-yu bougèrent à peine lorsqu'il s'exprima. Il affirma qu'il était trop tard et qu'il n'y avait aucune possibilité de pardon pour des personnes comme lui. Une décharge d'énergie bleue électrique a éclaté vers l'extérieur. Un détenu, la sueur coulant sur son visage. « Parlez !» Il regarda avec incrédulité. Il s'exclama avec frustration, se tournant vers Tomoki, sa voix chargée d'accusation. Il s'interrogea sur la situation, s'exclamant que tout était devenu chaotique. Il lui demanda s'il n'avait pas d'autre solution. Tomoki, rongé par l'angoisse, ne put que murmurer qu'il était impossible de comprendre comment cela avait pu arriver. « Parle !» Perdant tout contrôle, s'écria avec colère. « Dis quelque chose, bon sang, je n'aurais jamais dû t'écouter. » Tomoki finit par répondre. « Tu as dit que les dispositifs de suppression ne fonctionneraient pas sur lui, même avec 30 d'entre eux. » Il répliqua. « Je vais mettre le dispositif de suppression. Il y a encore une chance de survivre. » Tomoki serra les dents. « Tais-toi, juste tais-toi. » Les yeux de Tomoki brillaient d'une fureur démoniaque. Sa main grotesque s'élança, transperçant le ventre de Speak. Elle poussa un cri strident en s'exclamant qu'il ne devait pas se croire à sa hauteur simplement parce qu'il se trouvait au même étage. En regardant l'homme qu'elle venait de tuer, Tomoki s'exprima avec une assurance glaçante. Elle affirmait qu'elle était presque assez puissante pour être une héroïne de Rangun. Cependant, alors qu'elle prononçait ces mots, une lueur de doute traversa son visage. Elle mordit ses lèvres avec force et murmura qu'elle se demandait si ces dispositifs étaient vraiment hors d'usage. Si cet homme était si fort, elle se questionnait sur les raisons pour lesquelles il ne se battait pas sur le front. La tête de Tomoki se redressa brusquement, un cri de frustration s'échappant de ses lèvres. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout à coup, son regard se tourna sur le côté, captivé par quelque chose qui se trouvait juste en dehors de son champ de vision. C'était un gardien de prison qui tentait de s'éclipser sans attirer l'attention. En croisant le regard venimeux de Tomoki, le visage du gardien se déforma sous l'effet de la terreur. Il criait désespérément, implorant « Au secours! Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» Sa voix trahissant une peur intense. « Aide !» Tomoki gronda, sa colère débordant. Elle frappa, sa main dirigée vers la gorge du garde. Mais avant que son attaque ne touche sa cible, une décharge de puissance traversa l'air, tranchant sa main au niveau du poignet. Tomoki regardait avec horreur le moignon de son bras, le sang jaillissant de la plaie. Seo Kang-yu apparut à ses côtés, sa main ayant subi une transformation grotesque. Il s'adressa à elle d'une voix rauque en l'appelant « Héroïne Tomoki ». Le garde, encore tremblant après son expérience de mort imminente, se releva en hâte. Il balbutia des mots incompréhensibles en désignant Seo Kang-yu. Pendant ce temps, Seo Kang-yu, dégageant une aura glaçante, poursuivait son interrogatoire. Il insista en s'adressant au condamné. « Criminel Tomoki, as-tu des mots de la fin à partager ?» Un rire sarcastique s'échappa des lèvres de Tomoki. Il se lamentait sur son sort, se sentant acculé. Ignorant son attitude provocatrice, Seo Kang-yu continua sans relâche. Elle lui demanda si ces mots étaient les derniers qu'il avait à prononcer. Tomoki poursuivit, sa voix teintée d'un mélange étrange de résignation et d'amertume. Elle demanda si c'était vrai que tous les héros Ikoloti étaient morts, à l'exception de lui. La réponse de Seo Kang-yu fut simple et glaçante. Il confirma que c'était le cas. Un sourire tordu se dessina sur le visage de Tomoki, alors qu'elle réalisait que Tom était également décédé. L'image de Tom, enchaînée par d'innombrables chaînes, lui traversa l'esprit. Seo Kang-yu l'observait, son visage impassible. « Hé !» Tomoki eut un rire amer. Il avait averti sa sœur de ne pas chercher à devenir une héroïne, la qualifiant de petite sœur imprudente.
Sa voix devint plus incisive lorsqu'elle poursuivit en s'adressant à lui. Elle lui rappela qu'il était membre d'Icolotti, tout en se demandant comment il pouvait tuer des gens. Elle s'interrogea sur la connaissance que les autres héros avaient de ses actes, soulignant les efforts considérables que l'Aoxa avait déployés pour transformer le système des héros. Et grâce à toi, tout est revenu comme avant. Je me demande si l'Aoxa est triste dans l'au-delà. Les yeux de Seo Kangyu se plissèrent, sa patience s'amenuisant. Tes derniers mots sont trop longs. Le système des héros, ce n'est pas ce qu'il paraît. Tomoki murmura, se remémorant ses propres expériences. Elle se disait que le fait d'éliminer des méchants ne signifie pas que tout le monde est vertueux. Un cri de détresse a résonné dans l'air. Une jeune femme était retenue en joue par un homme costaud. Elle implorait de l'aide, suppliant avec désespoir. L'agresseur, menaçant, ordonnait de ne pas bouger. « Si vous bougez ?» La femme tremblait, les yeux écarquillés par la peur. Tout à coup, un éclair de lumière traversa la scène. Un héros, sa lame scintillante, trancha le malfrate, le coupant en deux. La femme, prise dans l'attaque, fut également abattue. Tomoki affirmait que, lors d'une mission, même si un civil perd la vie, le statut d'un héros reste incontestable. Le héros, après avoir tué un civil, affichait un sourire satisfait. Il se disait que sa mission était accomplie. La raison qui avait poussé Tomoki à devenir un héros était simple. À l'époque, elle était encore... Une jeune fille tenait la main de sa petite sœur. Tom, sa sœur qui n'avait pas de pouvoir, la regardait avec admiration. C'était incroyable. Elle ressemblait à une héroïne. Elle dépendait énormément de sa grande sœur, qui possédait des capacités impressionnantes. Cependant, Tomoki, à la grande surprise de sa petite sœur, affirma que sa grande sœur était vraiment incroyable. Elle modifia sa personnalité comme un héros. Un phare éclatant d'espoir, sauvant ceux qui en ont besoin. La jeune fille secourue, recroquevillée au sol, leva les yeux avec gratitude. « Merci de m'avoir sauvé. » Tomoki, débordant de satisfaction personnelle, affirma que ce n'était rien, qu'il s'agissait simplement de faire ce qu'il fallait. Plutôt que de ressentir de la fierté, elle se couvrit le visage, se délectant de sa propre supériorité perçue. Tomoki poursuivait son activité en tant que héroïne. Lors d'une mission, elle parvint finalement à éliminer un méchant. C'était la première fois qu'elle ôtait une vie. À cet instant, l'expression de Tomoki se déforma, ses traits prenant l'apparence d'un masque grotesque. Pour la première fois de sa vie, elle effleura son propre visage, comme si elle le redécouvrait. Puis, en inclinant la tête en arrière, elle laissa échapper un rire fou, un son glaçant qui résonna dans l'air. Elle ressentait une montée de pouvoir, un sentiment de supériorité. Des larmes coulaient sur ses joues. Ah, tuer, c'est grisant. Après cela, Tomoki tuait sans distinction, des méchants, des innocents et même d'autres héros. Elle ne faisait de quartier à personne. Elle prenait particulièrement plaisir à éliminer des héros qu'elle considérait comme inférieurs. Le sentiment de trahison, le choc, les supplications pour la clémence. Un héros affaibli implorait en disant de manière désespérée de le laisser en vie. Cette expression a plongé Tomoki dans une frénésie. Cependant, tous les secrets finissent par être révélés. Tom, sa sœur cadette, avait commencé à douter des nuits tardives de Tomoki et de l'odeur persistante de sang qui imprégnait ses vêtements. Ainsi, une nuit, Tom décida de la suivre. Les yeux de Tom s'écarquillèrent d'horreur devant le spectacle qui s'offrait à lui. Elle était témoin de sa sœur aînée en train de massacrer des gens, une scène d'une violence inimaginable. Tom, abasourdi et sans voix, ne pouvait que murmurer le nom de sa sœur. Tomoki, surprise, se retourna pour faire face à sa sœur cadette, le visage couvert de sang. Elle lui rappela qu'elle lui avait bien dit de ne pas rentrer trop tard. Inutile. La main de Tomoki était toujours agrippée à la tête de sa malheureuse victime. Au lieu de ressentir du remords, un sourire maniaque s'étira sur son visage. Elle lança une invitation à sa sœur, horrifiée. « Tu veux te joindre à moi ?» Les yeux de Tom s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Cependant, Tomoki, emportée par la folie, leva le bras avec détermination. Elle affirma qu'elle se chargerait de la situation elle-même si personne d'autre ne le faisait. Soudain, un bruit aigu résonna dans l'air, surprenant Tomoki qui leva les yeux. Une chaîne, illuminée d'une lueur violette, tomba du ciel et s'enroula autour de sa main. Ce jour-là, Tom découvrit son propre pouvoir, et son premier acte en tant que héroïne nouvellement éveillée. Les larmes coulant sur son visage, Tom désigna sa sœur. « Sœur !» À partir de ce moment, Tom se transforma en héroïne.
poursuivant sans relâche sa sœur, qui était devenue une méchante. L'image de Tomoki, les mains liées et un sourire sinistre figé sur son visage, traversa l'esprit de Tom. Enfin, le malfaiteur Tomoki. Tom avait réussi à capturer sa sœur aînée. « Tu es en état d'arrestation !» La voix de Tomoki était empreinte de moquerie. Il exprima sa déception en disant qu'il n'y avait donc plus de sœur. Il observa que son pouvoir devenait de plus en plus puissant, mais il trouva cela d'autant plus tragique qu'il s'agissait d'une capacité d'invocation et non d'une force physique. Ceux qui n'ont pas de capacité physique sont vraiment pitoyables. Tom resta silencieux, fixant sa sœur. La tirade de Tomoki devenait de plus en plus passionnée. Il affirma que ceux qui attaquent à distance ne connaîtront jamais l'extase pure de déchirer quelqu'un avec leurs propres mains. Il ajouta qu'elle ne pourrait jamais le comprendre. En entendant ces mots, Tom s'exclama qu'il n'avait jamais eu de sœur comme elle. De retour dans le présent, le Tomoki déformé demanda à Tom s'il était mort dans la douleur. Seo Kangyu avait répondu de manière froide. Tom se remémorait le moment où elle était tombée lors de la bataille contre Sul Hoan. Lorsque Seo Kangyu la découvrit, Tom était en proie à une douleur intense, s'écriant que cela faisait tellement mal. Des larmes coulaient sur son visage. Elle implorait sa sœur de la sauver. De retour dans la cellule de prison, Seo Kangyu annonça que, dans ces derniers instants, elle avait prononcé son nom. Tomoki resta silencieux un instant, puis murmura qu'il n'aurait pas dû poser cette question, car cela ne faisait qu'aggraver les choses. Une vague de puissance éclata. Tomoki sentit une douleur intense. Une lame acérée jaillit de sa main. Son corps tout entier se métamorphosa, devenant encore plus monstrueux. Terminée, elle se jeta en avant. Seo Kangyu resta tranquillement à sa place. Tomoki lança une attaque, dirigeant sa lame droit vers lui. Mais soudain, une expression de choc s'est peinte sur son visage. La pointe de sa lame n'avait touché que le vide. Seo Kangyu se tenait désormais derrière Tomoki. Elle luttait, serrant les dents, tentant de résister à sa puissance écrasante. Les deux s'affrontèrent. Les yeux de Tomoki brillaient d'intensité. En un instant, le coup de pied de Seo Kangyu la projeta en arrière, provoquant une énorme explosion. Un vaste nuage de poussière et de débris se répandit dans l'air. Seo Kangyu patienta jusqu'à ce que la poussière retombe. Il atterrit sur le plafond au-dessus. Tomoki, les dents serrées, se jeta à nouveau sur lui. Mais Seo Kangyu lui donna un coup de poing dans le ventre. Tomoki cracha une giclée de sang. Elle s'effondra au sol, incapable de se battre davantage. Tomoki, les dents serrées de colère, lança un regard furieux à Seo Kangyu. Seo Kangyu la regardait avec des yeux rouges. Il exprima qu'il ne ressentait aucune satisfaction à l'idée de tuer une collègue, même si elle était une criminelle. À sa grande surprise, elle prit la parole. Elle lui demanda alors, avec un sourire fou qui s'étirait sur son visage, s'il pouvait lui accorder sa clémence. Elle baissa la tête. Elle lui fit remarquer qu'il était un héros et qu'il avait fait une promesse, n'est-ce pas? Il répondit d'un ton glacial qu'il n'était plus un héros. Tomoki implora désespérément en suppliant de ne pas être tué. La terreur l'envahissait alors qu'elle s'accrochait à la jambe de Seo Kangyu, répétant qu'elle ne voulait pas mourir. Il lui répondit que son état actuel était quelque chose que les gens ordinaires voyaient fréquemment. Des images de victimes désespérées suppliant pour leur clémence défilèrent devant elle. Elle entendait des voix implorant « Épargnez-moi, s'il vous plaît, épargnez-moi, Tomoki ». Les yeux de Seo Kangyu se plissèrent. Elle se demanda ce qu'il avait fait à ceux qui avaient supplié son pardon. Un sourire tordu se dessina sur le visage de Tomoki. Il se moqua en disant qu'il maudissait son adversaire. Cependant, Seo Kangyu ne lui laissa pas le temps de terminer, lançant un nouveau coup puissant. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient. Les bruits du combat de Seo Kangyu résonnaient dans toute la prison. Anis et les autres se tenaient là, observant et écoutant les échos des détonations. Une voix pleine d'enthousiasme s'éleva. Elle s'interrogea sur les explosions, se demandant si cela ne venait pas de Seo Kangyu. Elle exprima son souhait de vivre une telle passion, en espérant qu'un jour quelqu'un tomberait amoureux d'elle de cette manière. Senka semblait complètement ravi. Les autres gardes étaient envahis par la peur et la confusion. L'un d'eux s'écria avec terreur qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Cependant, pour une personne portant un chapeau familier, le spectacle continuait. Les acclamations de la foule à Séoul s'intensifiaient, leur impatience pour Seo Kangyu augmentant à chaque instant. Une montée d'adrénaline traversait l'homme connu sous le nom de Sul Hoon, son enthousiasme débordant dans une soudaine exclamation qui laissait la femme à ses côtés perplexe. Il murmura que ce n'était pas bon. « Nous devons monter là-haut maintenant. » Pendant qu'il s'exprimait,
Un masque grotesque et démoniaque semblait se dessiner sur son visage, sa main s'étendant vers l'avant. Mais en un instant, une vague de puissance le projeta sur le côté, le faisant s'écraser contre le mur. L'impact résonna à travers la structure, une petite explosion se produisant à l'endroit où il frappa. Son chapeau s'envola de sa tête, tombant au sol. Sul-Hun regardait la silhouette qui se tenait devant lui, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Il murmura qu'il ne pouvait pas y croire. Une voix, teintée d'ennui, s'éleva dans l'air. Elle demanda si le jeune homme s'ennuyait à ce point. Des pas résonnèrent dans le silence stupéfait, une nouvelle personne émergeant des ombres, sa présence surprenant à la fois Sul-Hun et la femme à ses côtés. Le nouvel arrivant, un prisonnier au visage ridé et à l'apparence très âgée, proposa de jouer. Kingston, le prisonnier, s'adressa à Sul-Hun, qui prit son chapeau et le remit sur sa tête en riant nerveusement. « Tu es effrayant, vieux !» Un sourire grotesque s'étirait sur le visage de Kingston. Il affirmait qu'il n'était qu'un vieil homme bienveillant désireux de s'amuser avec les enfants, tout en mentionnant le 5e niveau du sous-sol et le numéro de prisonnier 0001. Soudain, une voix paniquée interrompit l'atmosphère tendue en s'exclamant « Monsieur !» Soul s'arrêta, se tournant vers le bruit. Un garde, son visage éclairé par la lumière vacillante d'un moniteur de sécurité, s'exprima avec urgence. Il informa que, en ce moment, au 5e sous-sol, Kingston et Sul-Hun s'étaient recroisés. Un sourire se dessina sur le visage de Yo-Sul. Elle affirma que c'était excellent. Le garde la regarda, visiblement perplexe. Elle poursuivit, sa voix teintée d'un amusement glaçant. Elle expliqua qu'un d'eux devrait mourir. Pour sa part, elle espérait que Kingston l'emporte, car il n'était pas aussi dangereux que Sul-Hun. Les yeux de Sul se plissèrent, révélant une lueur menaçante au fond de son regard. Une lueur rougeâtre scintilla brièvement en eux. Pourquoi cette femme est-elle avec lui? L'image de la prisonnière aux côtés de Sul-Hun s'affichait à l'écran. De retour dans la cellule, Sul-Hun s'adressa à Kingston en lui demandant s'il avait l'intention de jouer avec lui. Kingston, avec un sourire, confirma qu'il en avait bien l'intention. Avec une moue enfantine, Sul-Hun se plaignit qu'il ne voulait pas. Cependant, les yeux de Kingston s'illuminèrent soudain d'une lueur menaçante. Il exprima alors que cet homme âgé souhaitait jouer avec lui, Kingston. Il était le premier détenu de la prison de Lucullus, le plus ancien prisonnier de longue durée. Contrairement aux détenus des 4e et 5e niveaux souterrains, qui avaient tué des millions de personnes, son histoire était différente. Il n'a tué que 3 personnes. La première était Karakash, le plus puissant et le plus maléfique des méchants de l'époque. Les 2 autres étaient les héros les plus talentueux de cette période. Noir et Bonjour. Il est apparu de nulle part et a tué les 3 personnes les plus puissantes de l'époque. Kingston, le visage couvert de sang, a déclaré qu'il éliminait tous ceux qui étaient considérés comme invincibles. Maintenant, suis-je invincible? Il se tenait devant eux, en proie au doute. Il avait déclaré que c'était inutile, qu'il s'était laissé capturer par le gouvernement. En matière de risque, il était le moins dangereux. Cependant, il avait capitulé après avoir tué seulement quelques personnes. C'était également une période où la relation entre le gouvernement et l'association des héros n'était pas très bonne. Il avait échappé à l'exécution pendant 35 ans. De retour au présent, Kingston tendit la main, son expression trompeusement douce. Il affirma qu'il ne le tuerait pas, et qu'ils allaient simplement jouer gentiment. Il se sentirait coupable de piétiner une jeune pousse. Sul-Hun, avec une attitude soudainement grave, se préparait à répondre. Il commença par dire qu'il était temps de passer à l'action. En un instant, une main s'élança, suivie de la vision macabre des corps sans vie des malheureux gardes. Les cadavres flottaient dans les airs, tels des marionnettes sur des fils invisibles, contrôlés par Sul-Hun. Un instant plus tard, les corps se transformèrent en orbes grotesques de chair, continuant à planer de manière troublante. Son visage impassible, Sul-Hun proposa de jouer à un petit jeu. Il lança les sphères pulsantes de chair en direction de Kingston. Kingston resta impassible, attendant. Après un instant, il leva la main, se transformant en un tourbillon de mouvements si rapides qu'ils échappaient à l'œil, interceptant les projectiles qui arrivaient. Sa main saisit les sphères charnues dans les airs. D'un coup de l'autre main, il les éclata. Des vagues de puissance se propagèrent dans l'air, alors que les mains de Kingston poursuivaient leur balai. La force s'est rassemblée en un vortex autour de lui. Kingston joignit ses 2 mains, concentrant l'énergie. Son regard s'affina, et il poussa ses mains en avant. Le tissu de ses vêtements ondulait autour de lui. Les restes des projectiles charnels étaient là projetés en arrière, éclatant contre les murs dans des gerbes de sang.
une pluie macabre de sang s'abattait. Sul-Hun observait cette scène horrible avec un regard pensif. Kingston leva les yeux, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Se redressant, il déclara qu'il avait pensé que son adversaire était télékinésiste. Cependant, en observant son attaque et sa défense actuelle, il en conclut qu'il ne l'était pas. Il s'interrogea alors sur les autres méthodes d'attaque dont il pouvait disposer. Sul-Hun exprima qu'il avait réfléchi à la situation. Il trouva que s'amuser avec un homme âgé était ennuyeux et se demanda quel intérêt il y avait à éliminer quelqu'un qui était déjà à moitié mort. Les yeux de Kingston s'écarquillèrent un instant par surprise avant de se plisser avec amusement. Il fit remarquer qu'il était un jeune arrogant. « J'ai rencontré beaucoup de personnes comme vous. Comme des grenouilles dans un puits, chacune croyant être la plus forte. » Ses pieds se déplaçaient avec légèreté sur le sol. Il frappa le sol du pied, provoquant des fissures qui se répandirent comme une toile d'araignée sur le sol. Des débris s'élevèrent dans les airs. Il déclara alors que cela représentait de l'arrogance. Kingston émergea de ce nuage de poussière qu'il avait soulevé. Un cri de panique résonna dans la salle. Un gardien de prison s'exclama que, si cela continuait ainsi, les niveaux inférieurs allèrent s'effondrer. Yo-Sul répliqua avec fermeté qu'il fallait se taire. Même la puissance d'un héros de niveau 1 ou 2 ne peut pas détruire cette prison. Il y a 20 couches de murs spéciaux. Comment pourrait-elle être endommagée? Tout le monde, restez calme. À l'intérieur, le visage de Kingston s'assombrit. Il se mit à grogner qu'il allait corriger cette attitude. Il se précipita en avant, disparaissant alors que le sol continuait de s'effondrer. Seul-Hun resta à sa place, observant la scène. Il leva alors les yeux, ses pupilles s'élargissant. Kingston descendait d'en haut, son pied prêt à écraser le crâne de Sul-Hun. Une explosion éblouissante s'est produite, rendant tout flou dans un éclair de lumière. À l'extérieur, des nuages sombres continuaient de tourbillonner dans le ciel. À l'intérieur, le gardien de prison continuait de crier. Yo-Sul leva un bras pour se protéger des secousses. Pendant ce temps, Seo Kang-yu restait silencieux, observant la scène de loin. Yo-Sul demanda avec insistance si tout allait bien. Le garde, encore tremblant, balbutia en s'interrogeant sur l'identité du vainqueur. Yo-Sul insista, ne souhaitant pas entendre cela. Le garde répondit, ses yeux croisant le regard perçant de Yo-Sul en l'appelant par son titre. À l'intérieur du donjon, le garde restait pétrifié par la terreur, fixant les fissures qui s'étendèrent devant lui. Il se tourna pour répondre à Yo-Sul, en déclarant que les murs avaient été franchis. Sul, des perles de sueur commençant à perler sur son front, s'inquiétait en pensant qu'ils étaient perdus. À l'intérieur, Sul-Hun, observant les murs en ruine, s'émerveillait avec une joie enfantine, en se demandant jusqu'où il était parvenu. Une voix résonna en demandant si cela suffisait à susciter son intérêt. Il baissa les yeux et se murmura à lui-même qu'il se demandait s'il devait le suivre. Soudain, un autre groupe fit son apparition. Une voix familière et hautaine s'éleva, remettant en question l'idée de suivre cet homme âgé. Senka, accompagnée de ses 2 servantes, se matérialisa. Elle s'assit nonchalamment sur le sol, un sourire moqueur aux lèvres. Elle proposa qu'il serait bien plus divertissant de discuter avec elle. Dans la salle d'observation, Yo-Sul et le garde, témoins de cette scène, s'exclamèrent tous deux avec étonnement. Sul-Hun, se retournant, écarquilla les yeux et demanda qui elle était. Senka proposa de discuter, promettant que des réponses seraient révélées. Yo-Sul, ayant une vue plus précise, s'exclama avec inquiétude en remarquant la présence d'une femme au 5e sous-sol. Le garde, visiblement déconcerté, se demanda ce qui se passait. Senka, levant les yeux, désigna l'écran et ordonna à l'individu qui les observait de partir immédiatement. L'écran est devenu noir. Yo-Sul, furieux, frappa du poing sur la console en serrant les dents. « Merde !» Pendant ce temps, notre protagoniste restait silencieux, se tenant devant la porte. Seo Kang-yu s'adressa à son communicateur fixé à son col. Il annonça qu'il avait terminé la mission au 1er sous-sol et demanda l'ouverture de la porte menant au 2e niveau. La voix à l'autre bout de la ligne était perturbée par des grésillements et lui répondit de patienter. Seo Kang-yu se tenait là, attendant. Après un instant de silence, une lueur d'inquiétude traversa son visage. Il appela son commandant, mais il n'y eut aucune réponse. La communication était coupée. Le silence retomba à nouveau. Peut-être que le signal était faible parce que... Seo Kang-yu n'attendit plus. Il saisit la lourde porte à 2 mains et la poussa avec force. La porte céda lentement, laissant apparaître une lumière étrange. Son expression se durcit. Il comprit qu'elle était descendue dans les niveaux inférieurs. En descendant les escaliers menant au 2e sous-sol, il remarqua un changement.
Contrairement au premier étage et au premier sous-sol, où l'odeur de sang était perceptible avant même d'entrer, il n'y avait aucune odeur ici. Seo Kang-yu pressait ses lèvres l'une contre l'autre, méfiant. Il constatait que tout était propre. Tout était trop silencieux. Il n'y avait pas de corps. Les lumières fluorescentes vacillantes projetaient de longues ombres dansantes. Pas même une âme. Seo Kang-yu s'enfonça plus profondément. Tout à coup, un cri déchira le silence, attirant son attention. Une garde, affolée, apparut en courant, hurlant « Éloignez-vous !» Derrière elle, une horde de créatures monstrueuses, les mâchoires grandes ouvertes, la poursuivait. Les créatures, leurs dents acérées découvertes dans une frénésie, s'approchaient. Le garde, tout en continuant à courir, criait de toutes ses forces de ne pas s'approcher davantage. Mais alors qu'elle courait, elle aperçut Seo Kang-yu qui se tenait là, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle s'approcha en trébuchant, s'écriant « Seo Kang-ho !» L'erreur dans le nom fit tressaillir Seo Kang-yu. La garde, la désespérance palpable dans ses cris, poursuivait sa fuite face à la horde monstrueuse. Soudain, une vague de puissance la dépassa en un éclair, anéantissant les créatures. La jeune femme était assise par terre, au milieu des cadavres monstrueux. À ses côtés, le poing de Seo Kang-yu vibrait encore d'une énergie résiduelle. Il rompit finalement le silence en s'enquérant de son état. « Ça va ?» demanda-t-il. Innocente du sort de son frère Kang-ho, la jeune femme s'élança en avant, prenant Seo Kang-yu dans ses bras tout en s'écriant le nom de Kang-ho. En levant les yeux vers lui avec une expression joyeuse, elle s'exclama qu'il ne devrait pas être au 5e sous-sol. Elle se demanda ce qui venait de se passer et s'interrogea sur ses éventuels super-pouvoirs, trouvant cela incroyable. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait caché tout cela jusqu'à présent. Seo Kang-yu la repoussa doucement. Il commença en précisant qu'il était le frère cadet de Kang-ho. L'étonnement se lisait sur son visage. Elle s'interrogea sur l'identité de Seo Kang-yu, le héros. Puis, un air de confusion assombrit son expression. Elle se demanda pourquoi il portait un uniforme de garde et plus encore, pourquoi il se trouvait là. Il lui répondit qu'elle était donc la collègue de son frère. « Il y a un danger ici », avertit Seo Kang-yu. Elle s'excusa soudainement en disant qu'elle était désolée d'entendre cela, jeune maître. Ses paroles le surprirent. Il lui demanda qui elle était. Elle posa une main sur sa poitrine et répondit avec entrain que c'était la première fois qu'ils se rencontraient, n'est-ce pas? Elle ajouta qu'elle aurait dû se présenter en premier. En tendant la main avec un sourire, elle poursuivit. « Je suis ta belle-sœur. Tu ressembles beaucoup à ton frère, tu sais. » Seo Kang-yu, complètement abasourdi, ne pouvait que la fixer, sans un mot. Dans une cellule d'isolement au 2e sous-sol, une voix s'éleva en appelant Marel. Une autre voix, empreinte d'une certaine obscurité, répliqua qu'il semblait qu'un étranger était arrivé. La femme connue sous le nom de Marel répondit avec une lueur menaçante dans les yeux, affirmant qu'il y avait effectivement une véritable horde de créatures, tant humaines que monstrueuses, enfermées à l'intérieur. Elle se demanda alors combien de péchés ce nouvel arrivant avait pu commettre. Marel tenait quelque chose dans ses bras en répondant qu'il avait tué son chien. Le prisonnier, nommé Mien, répliqua avec désinvolture que, dans ce cas, l'enfer l'attendait. De retour avec Seo Kang-yu, la jeune femme prit à nouveau la parole. Elle exprima qu'elle ne l'avait vu que sur des photos et dans des vidéos. Elle ajouta avec enthousiasme que le voir en personne était bien plus agréable. Elle se présenta en disant qu'elle s'appelait Hongjia et qu'elle était gardienne à la prison de Lucullus. « Vous parlez de Hongjia ?» Seo Kang-yu a répondu qu'il avait entendu dire qu'elle avait un petit ami, mais qu'il ne savait rien d'autre à son sujet. Hongjia a ri et s'est gratté la tête. « Eh bien, en fait… » Puis, tout à coup, elle a pointé 2 doigts vers son ventre. En tenant son ventre, un sourire radieux illuminait son visage. Elle annonça que dans son ventre se trouvait l'enfant qu'il appellerait « oncle ». Les yeux de Seo Kang-yu s'agrandirent de surprise. Il balbutia, la disbelief clairement audible dans sa voix. Elle poursuivit, son attitude joyeuse demeurant intacte, en disant que ce n'était pas encore si évident, n'est-ce pas? Il restait moins d'1 mois. Elle avoua qu'elle venait tout juste de l'apprendre elle-même. Et en raison de tout ce qui se passait avec Seol-hoon, elle ne souhaitait pas faire d'annonce trop tôt. Après un instant de silence stupéfait, il réussit finalement à demander si c'était vrai. Hongjia, remarquant son air sérieux, le regarda avec inquiétude et lui répondit affirmativement, s'interrogeant sur ce qui n'allait pas. Seo Kang-yu détournait le regard, évitant son regard. Elle insista en demandant ce qu'il faisait là. Elle s'interrogea s'il était présent pour apaiser les troubles,
tout en remarquant qu'il portait également l'uniforme d'un garde. J'ai été désigné comme exécuteur spécial pour les détenus de la prison de Lucullus. Hong Jia a poussé un soupir de surprise en demandant si c'était un ordre du directeur. Seo Kang-yu a précisé qu'il semblait qu'il n'avait pas informé tout le monde, et qu'il allait donc lui donner une brève explication. Après avoir relaté la situation, Hong Jia, totalement abasourdi, écouta avant de s'exclamer qu'une attaque par impulsion électronique était incroyable. Seo Kang-yu répondit rapidement qu'une enquête était toujours en cours. Les larmes aux yeux, Hong Jia demanda avec inquiétude ce qu'il en était de Kang-ho, précisant qu'il devait se trouver au 5e sous-sol lors de l'exécution. Seo Kang-yu ne savait pas comment répondre. Il évoqua son frère, mais son regard se posa sur Hong Jia, qui se tenait là, les mains sur le ventre, les larmes coulant sur ses joues. Il n'arrivait pas à lui révéler la vérité, préférant fermer les yeux dans un silence désespéré. En changeant de sujet, il annonça qu'il y avait un signal de détresse provenant du 5e sous-sol. En entendant cela, Hong Jia porta une main à sa poitrine, poussant un soupir de soulagement. Elle exprima sa gratitude en disant qu'elle était soulagée. En voyant sa réaction, Seo Kang-yu baissa simplement la tête, demeurant silencieux. Il lui dit que l'endroit était très dangereux et qu'elle devrait se rendre au niveau supérieur. Il proposa de l'accompagner. Cependant, Hong Jia insista, affirmant qu'elle ne pouvait pas. Elle ajouta que s'il voulait descendre aux niveaux inférieurs, il aurait besoin d'elle. Intrigué, il lui demanda pourquoi elle pensait cela. Hong Jia commença alors à lui expliquer. « Lorsque je fixe un objectif, je peux percevoir ses souvenirs. Mon don particulier est la psychométrie. » Elle balaya l'air de sa main avec désinvolture en affirmant qu'elle n'avait pas exploré les souvenirs de Kang-yu et qu'il ne devait pas s'inquiéter, précisant qu'elle n'utilisait pas son pouvoir à la légère. Seo Kang-yu la regarda simplement, sans mots. Hong Jia a poursuivi en disant qu'elle utilisait cette capacité pour offrir une thérapie psychologique aux prisonniers et pour évaluer si leurs actes constituaient réellement un crime. Seo Kang-yu a demandé comment cette capacité pourrait lui être utile. Elle a expliqué qu'actuellement, au 2e sous-sol, dans les cellules d'isolement, Mien et Marel exercent leur domination. Ces sœurs possèdent une capacité de convocation unique, leur pouvoir leur permettant de maîtriser des créatures monstrueuses, transformant les autres en marionnettes en leur transperçant le cœur. Actuellement, tous les prisonniers du 2e sous-sol sont sous leur contrôle. Seo Kang-yu s'est exprimé, à sa grande surprise, en affirmant qu'il avait déjà une certaine connaissance de leurs capacités. Elles sont les apprentis de Mago. L'image de Mago lui est apparue en pensée. Il avait déjà connaissance de cette information, c'est pourquoi il leur a conseillé de se rendre au niveau supérieur. Seo Kang-yu a alors indiqué la direction en pointant vers le haut. Seo Kang-yu a rapidement précisé que certains des marionnettes combattant sous le contrôle des frères étaient des gardes. En entendant cela, Hong Jia a simplement pincé les lèvres, se taisant. Son expression est devenue plus sérieuse que jamais. Elle a souligné qu'il serait impossible de faire la distinction entre les prisonniers et les gardes parmi ces marionnettes combattantes. Cependant, elle a ajouté qu'avec sa capacité à lire les souvenirs, elle pouvait y parvenir. Seo Kang-yu se demanda si le fait qu'ils soient devenus des marionnettes signifiait qu'ils étaient déjà morts. Il s'interrogea sur l'intérêt de faire une distinction entre eux. Hong Jia intervint rapidement pour clarifier la situation, affirmant qu'ils étaient encore en vie. Il ajouta que lorsque les frères cesseraient d'utiliser leur pouvoir, ils retrouveraient leur état normal. Cependant, il était convaincu d'une chose. Ces deux-là ne feraient certainement pas cela. Mais Hong Jia était déterminée. Portant une main à sa poitrine, elle affirma avec assurance qu'elle pouvait les convaincre. Il lui répondit avec inquiétude que, dans son état, c'était trop risqué. Tout à coup, Hong Jia annonça qu'avant de devenir mère, elle était, et restait, une gardienne. Elle devait donc accomplir son devoir. À cet instant, l'image de son frère, Seo Kang-ho, lui apparut comme par enchantement. Seo Kang-yu pinça les lèvres, observant silencieusement Hong Jia. Puis, il tendit la main et déclara « D'accord, alors ». La puissance de Seo Kang-yu enveloppa Hong Jia, la surprenant. Cette force la souleva dans les airs, la laissant complètement ébahie. « C'est fait », annonça Hong Jia, sa voix trahissant une certaine inquiétude. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Seo Kang-yu leva les yeux. « C'est mon pouvoir. Il te protégera du danger. » La voix de Hong Jia s'éleva, empreinte d'alarme. « Attends, cela ne te mettra-t-il pas en difficulté ?» C'est étrange. Ils poursuivirent leur chemin à travers la prison, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Soudain, Hong Jia poussa un cri. Ah! Devant eux se tenait une assemblée grotesque de marionnettes,
leurs traits indiscernables, rendant impossible de déterminer s'il s'agissait de gardes ou de prisonniers. Leurs corps, rigides et semblables à de la pierre, étaient contrôlés par des anneaux dorés incrustés dans leur tête. Hongjia expliqua que c'était le pouvoir de Marel, sa voix étant tendue. Elle rappela qu'il avait capturé de nombreux gardes. Seo Kang-yu observa attentivement les silhouettes, se demandant lesquelles parmi elles étaient les gardes. « Donnez-moi un instant », répondit Hongjia en fermant les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, ses pupilles brillaient d'une lueur étrange, scrutant les marionnettes. « Les deux à l'arrière sont des gardes », annonça-t-elle. « Nous devons d'abord les neutraliser, puis les rassembler. » Tout à coup, Hongjia baissa les yeux vers ses mains, alarmée. « Oh !» Maintenant enveloppée dans la sphère protectrice de Seo Kang-yu, elle ne pouvait voir qu'un tourbillon d'énergie. Elle s'exclama qu'elle ne voyait rien et demanda ce qui se passait. Sa voix, étouffée et déformée, parvint à lui à travers la sphère. Seo Kang-yu répondit d'un ton calme, presque glacial, en expliquant qu'il y avait une différence entre eux. Des filaments de son pouvoir s'étendaient sur le sol. Il affirmait que ceux qui étaient encore en vie, son pouvoir se déchaînait, frappant les marionnettes identiques. Étaient les gardes. Son pouvoir s'enroula autour de deux des marionnettes, les rendant immobiles. Une autre marionnette, qui n'avait pas été touchée, bondit en avant et lança une attaque contre Seo Kang-yu. Ses orbites étaient vides, creuses. Le poing de Seo Kang-yu frappa son visage avec une force brutale, réduisant sa tête en éclats. Ses yeux se plissèrent. Il comprit que ceux qui étaient déjà morts étaient les prisonniers. Les marionnettes restantes se précipitèrent en avant, formant une vague grotesque de pierres animées. Cependant, Seo Kang-yu les éliminait avec une facilité terrifiante, chaque coup de poing étant un tourbillon de force destructrice. Elles s'élançaient vers lui comme des papillons de nuit attirés par une flamme, pour être finalement consumés par l'inferno de son pouvoir. Ses yeux brillaient d'une intensité féroce. Un coup de poing, puis une rapide et mortelle entaille, fendant les marionnettes prisonnières. Pendant ce temps, Hongjia restait piégée dans la sphère protectrice, inconsciente du carnage qui se déroulait autour d'elle. Une orbe se matérialisa, montrant une image de l'efficacité brutale de Seo Kang-yu alors qu'il décimait les prisonniers poupées. Marel et Mien observaient, leurs visages marqués par la gravité. « Frère », dit Marel, sa voix trahissant une certaine anxiété. « D'après ce que nous avons observé jusqu'à présent, penses-tu qu'il soit plus puissant que le maître ?» Mien marqua une pause. Les pensées de Marel se tournèrent vers l'autre personne. Elle se demanda ce qu'il en était de cette femme. Mien resta silencieux. Ne recevant aucune réponse, Marel s'approcha, s'accrochant au bras de son frère. « Frère, j'ai peur. » Autour d'eux, une horde de marionnettes semblait surgir de nulle part, leur nombre écrasant. Mien prit sa sœur dans ses bras, sa voix apaisante. « Il ne peut pas nous tuer avec ça. » L'image du visage féroce de Seo Kang-yu scintillait dans l'orbe. À l'intérieur de la sphère, les cris étouffés de Hongjia persistaient. « Ah !» Incapable de supporter plus longtemps cette privation sensorielle, elle s'écria. Elle demanda pourquoi il l'avait enfermée ici. Seo Kang-yu resta impassible. Il s'excusa, affirmant qu'il aurait dû la prévenir. La voix de Hongjia était tendue, et elle s'interrogea sur la manière dont cela avait pu se produire. Il marqua une pause avant de répondre qu'il allait expliquer pour éviter tout malentendu. Je repoussai les gardes, les prisonniers. Ils avaient tous été exécutés, annonça Seo Kang-yu d'un ton neutre, ses mots pesant dans l'atmosphère. Hongjia eut un mouvement de surprise, sa main se portant instinctivement à sa bouche. « Exécutés » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Mais l'équipement d'exécution n'est-il pas au 5e sous-sol ?» Le silence de Seo Kang-yu s'éternisait, chargé de choses non dites. Finalement, il répondit, les yeux rivés sur un point lointain. Il confia à Hongjia qu'il les avait exécutés lui-même. L'incrédulité se lisait sur son visage. Elle s'exclama, surprise. « Quoi ? Tu veux dire que tu les as tous exécutés personnellement ? Kang-yu » Il leva les yeux, son expression difficile à déchiffrer. Il demanda d'un ton grave s'il y avait un problème. Hongjia hésita, ses mots se bloquant dans sa gorge. Elle s'interrogea sur l'identité de la personne qui avait donné son accord pour cela. Ses yeux, perçants et inébranlables, croisèrent les siens. Il affirma sans détour qu'il l'avait fait. La panique s'empara des yeux de Hongjia. Elle demanda si le gardien avait approuvé cela. Il répondit simplement par l'affirmative. Un son étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle s'interrogea, la mâchoire serrée, sur ce que faisait Kang-yu.
Seo Kangyu leva les yeux vers elle, une lueur de confusion dans son regard. Kangyu, pressé par Hongjia, lui demanda avec une voix empreinte d'inquiétude si tout allait bien. Sa réponse était froide et distante. Il expliqua qu'en tant que gardien, il faisait simplement ce qui devait être fait, et qu'il n'y avait pas de problème. Cependant, Hongjia rétorqua qu'en tant que gardien, il n'était pas censé les tuer. Leur mission était de réhabiliter les prisonniers, de les aider à s'améliorer. Elle poursuivit en disant que le rôle d'un gardien était bien plus que cela. Seo Kangyu l'interrompit, sa voix trahissant une frustration palpable. Il lui demanda de cesser, affirmant qu'il en avait assez d'entendre ces paroles idéalistes. Le rôle d'un héros est de sauver des vies, et non de les prendre. Seule la loi a le pouvoir de juger autrui. Une colère sourde se cachait derrière ces paroles. Il affirmait qu'il savait très bien ce qui se passait lorsqu'on poursuivait de tels idéaux. Une personne a été sauvagement assassinée par une créature qui ne comprend pas la raison. Honnêtement, que je sois un garde ou un héros n'a pas d'importance. Je fais simplement ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Éliminer les monstres qui ont renoncé à leur humanité. Hongjia le regarda, perplexe. Elle lui fit remarquer que, malgré tout, ce sont des êtres humains. Il la fixa, muet de colère. Il se demanda comment cela pouvait être possible. Le regard de Hongjia se baissa vers le sol, son visage blême. Sa voix s'éleva, empreinte d'une profonde émotion. Il s'interrogea sur la possibilité même de penser cela, qualifiant ces individus d'humains. Il souligna qu'à partir du deuxième sous-sol, il y avait des criminels ayant tué des centaines, voire des milliers de personnes innocentes. Selon lui, ils méritaient tous de mourir. Il évoqua également le passé, où des exécutions injustifiées avaient eu lieu, ainsi que les nombreux débats qui avaient entouré la peine de mort. Après l'apparition de ceux qui possédèrent des capacités inébranlables, les erreurs judiciaires et les injustices ont disparu. Cela est bien connu, n'est-ce pas? Cependant, Hongjia a continué à insister. Elle a souligné que chacun avait sa propre histoire. Il sentait que sa patience s'épuisait. Il avait du mal à croire ce qu'elle disait en répétant le mot « histoire ». Elle poursuivait en mentionnant particulièrement Mien et Marel. Seo Kangyu l'interrompit brusquement en déclarant que chacun dans ce monde avait une histoire. Il ajouta que même les victimes qu'ils avaient tuées avaient leur propre récit. Hongjia baissa finalement les yeux, son visage marqué par l'incertitude. Seo Kangyu prononça son jugement en déclarant que leur destin serait scellé par sa main ou par la peine de mort. Quelle importance cela avait-il? Hongjia persistait dans son argumentation en affirmant que la peine de mort n'était pas comparable à un massacre. La frustration le rongeait. Il se disait que traiter avec une personne aussi idéaliste était exaspérant. Elle devait ressentir la douleur de perdre un être cher tué par ces criminels pour vraiment comprendre. Sa patience a finalement atteint ses limites. Il a ordonné d'un ton ferme de cesser immédiatement. Il a levé la main, sa voix devenant basse et menaçante. Il a déclaré que cette conversation était close. Il a averti qu'en cas de poursuite de ce comportement, il n'hésiterait pas à la renvoyer à l'étage. Hongjia, a-t-il ajouté. Il allait gérer la situation à sa manière. Elle restait silencieuse, des gouttes de sueur coulant le long de son visage. L'air de la prison était lourd et brumeux. Seo Kangyu poursuivait sa marche, la sphère protectrice qu'il avait formée autour de Hongjia flottant derrière lui. À cet instant, des cercles de contrôle rouges sont apparus, suivis de marionnettes qui semblaient encore plus puissantes qu'auparavant. Seo Kangyu s'est exprimé en demandant quels étaient les gardes. Hongjia a immédiatement répondu que c'étaient les 3 à l'arrière. Il a acquiescé, puis a commencé à tendre la main vers le groupe de marionnettes. Hongjia, encore profondément troublée, baissa les yeux. Tout à coup, elle s'exclama que Kang Ho serait si triste s'il savait. Seo Kangyu, s'approchant des marionnettes et prêt à agir, entendit ces paroles, et son regard sembla se perdre dans le vide. Il souhaitait dire à cette femme naïve que si elle savait que son amoureux était déjà mort, elle serait encore plus anéantie. Il se figea, laissant les marionnettes abattre leurs armes. Une décharge de puissance lui trancha la gorge. Le visage de Seo Kangyu s'assombrit de colère. L'arme qui l'avait frappé se brisa. Les mots troublants résonnaient dans son esprit. Kang Ho serait tellement triste s'il savait. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il allait exploser. Il brillait intensément. Les marionnettes l'attaquaient, mais il restait indemne. Seo Kangyu ressentait sa propre tristesse et sa colère grandir en lui. Il a porté un coup mortel. En entendant les échos des idéaux d'autrui résonner dans son esprit, Seo Kangyu est devenu encore plus frénétique, comme s'il tentait de libérer la rancœur refoulée pour son camarade tombé. Des mots, puis un poing puissant s'élança en avant.
L'image de son frère se matérialisa, ses paroles résonnant dans son esprit. Seo Kang-yu ne souhaitait plus contenir sa colère. Hongjia observa avec horreur. En un instant, une marionnette fut abattue par des vagues de puissance. Puis, les marionnettes se jetèrent sur lui. Il s'écria avec force que les mots n'avaient aucune valeur. Il se demanda si c'était un malheur ou une chance. Des orbes rouges flamboyants de puissance jaillirent dans un tourbillon. Animés par l'angoisse de Seo Kang-yu, les orbes flottaient dans les airs, sous son emprise. Ils se précipitaient vers les marionnettes prisonnières. La masse rouge tourbillonnante de marionnettes s'est éclaircie. Des explosions déchiraient l'air. Des cris de douleur résonnaient. Une pluie de sang s'est abattue sur Seo Kang-yu. Il avait massacré les prisonniers. Il se tenait silencieusement au milieu du carnage. Marel, observant la scène sur un écran, affichait un sourire de satisfaction. Ses yeux brillaient d'excitation. Elle se couvrit le visage de joie, poussant un cri de ravissement, s'exclamant qu'il était encore plus impressionnant à présent. Seo Kang-yu poursuivait sa marche, accompagné de Hongjia. Des images défilaient dans son esprit, lui envoyant les prisonniers poupées, la sphère protectrice entourant Hongjia. Les scènes se superposaient. Hongjia se força à voir. Elle expliqua que les trois là-bas étaient des gardes, tandis que trois marionnettes se matérialisaient devant eux. « Puis attends un instant », répondit Seo Kang-yu. Tout à coup, quelque chose le fit se retourner brusquement. Un anneau doré apparut, suivi d'une voix qui exprimait sa satisfaction de faire connaissance. Ensuite, un anneau rouge se manifesta. Les frères Mario, Mien et Marel entrèrent en se promenant, les bras négligemment enroulés l'un autour de l'autre, leur voix résonnant d'une nonchalance troublante. L'un d'eux interpella un étranger en demandant s'il était venu seul. La réponse qui suivit les surprit tous les deux. Ils s'interrogèrent alors si l'étranger était vraiment venu sans compagnie. Les yeux de Seo Kang-yu, perçants et glacials, se posèrent sur le couple. Il déclara, sans aucune chaleur dans la voix, qu'il lui avait épargné bien des tracas. Il exprima sa satisfaction. La porte en pierre derrière eux s'ouvrit dans un grincement, laissant apparaître une créature massive qui avançait lourdement dans leur sillage. Hongjia inspira profondément, sa voix trahissant une certaine panique. Mien, imperturbable, lui répondit avec calme. Il lui demanda pourquoi elle ne les avait pas rejoints, lui faisant remarquer qu'elle aurait dû être au paradis à présent. Il lui conseilla de désactiver ses capacités. Seo Kang-yu tendit la main, une énergie puissante émanant de celle-ci. Il annonça qu'il leur accorderait une mort sans douleur. Mien, serrant sa sœur Marel contre lui, demanda s'il n'existait pas une alternative où ils ne seraient pas tués. Au premier étage et au niveau du sous-sol, Seo Kang-yu répondit d'une voix ferme qu'il avait offert le choix de la surveillance ou non. Cependant, pour les créatures qui avaient ôté d'innombrables vies au sous-sol, il n'y avait qu'une seule issue, la mort. Mayen évoqua le nom de leur mentor. Il mentionna qu'il avait entendu dire qu'Outsider était un collègue de leur maître. Marel intervint en soulignant que cette femme, l'héroïne qui les avait capturés, dégageait une énergie très différente de celle d'Outsider. Seo Kang-yu resta silencieux, les yeux rivés sur eux. Marel poursuivit, sa voix teintée d'une curiosité étrange. Elle observa que lui et elle dégagèrent des énergies très différentes. Seo Kang-yu la fixa simplement, son silence pesant. Marel, encouragé, lança avec véhémence qu'il irait en enfer. Mien émit un sifflement d'avertissement, lui demandant de se taire. Seo Kang-yu adopta une posture de combat, sa voix était glaciale. Il affirma qu'ils allaient voir qui irait en enfer en premier. Mien essaya de négocier en proposant qu'ils désactiveraient leurs capacités si on leur promettait de les laisser partir. Seo Kang-yu a immédiatement exprimé son refus de manière catégorique. Hongjia, de sa position élevée, a lancé un cri désespéré, avertissant que cette décision ne ferait qu'aggraver la situation. Mien, Marel, cela ne fera qu'empirer les choses. Depuis la salle de stockage des équipements de surveillance, Mien l'interrompit. Il resserra son étreinte autour de sa sœur, sa voix prenant un ton suppliant. Il demanda à Warden Hongjia s'il n'avait pas commis de péché mortel. Elle comprenait, n'est-ce pas? Hongjia demeura silencieuse, sans mots. Mien continua de faire pression. Elle tenta une nouvelle fois, sa voix trahissant la difficulté de convaincre. Mien, la voix de Seo Kang-yu, glaciale et monotone, l'interrompit. Vos méthodes sont complètement inefficaces. Il serra les dents, lançant un regard furieux aux frères et sœurs. Il affirma qu'il ne négocierait pas avec des bêtes. Hongjia continua de plaider. Elle lui dit que tout irait bien et qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Seo Kang-yu a invoqué une arme grâce à son pouvoir, l'air scintillant autour d'elle. Il affirmait que même les bêtes devaient ressentir la douleur avant de subir le coup fatal. Mien fit une ultime tentative. Il expliqua qu'il ne souhaitait pas se battre, et qu'en écoutant leur histoire, il pourrait parvenir à un accord. Seo Kang-yu resserra son emprise sur l'arme, l'interrompant. Hong Jia, d'une voix implorante, lui fit écho en disant qu'il serait peut-être possible de résoudre la situation pacifiquement s'il acceptait de leur parler. Seo Kang-yu fit un geste vers la sphère protectrice qui entourait Hong Jia, sa voix trahissant une colère à peine contenue. Il lui demanda de rester à sa place en l'appelant étranger. Son pouvoir se déploya, emprisonnant les frères et sœurs et les soulevant dans les airs. Les puissants liens se resserraient autour d'eux, provoquant des cris de douleur. Quant à la manière de faire souffrir les malfaisants, l'image d'un visage moqueur surgissait. Seo Kang-yu, les yeux injectés de sang, leva les yeux et poursuivit en disant qu'il était déjà au courant. Il n'avait jamais imaginé que ces mots deviendraient un jour utiles. Les deux frères et sœurs, Mien et Marel, tremblaient devant la puissance de Seo Kang-yu. Mien affirmait que discuter était futile, soulignant qu'il ne ressemblait pas à un être humain. Marel, dont le corps émettait une lueur douce, plissait les sourcils et précisait qu'ils n'étaient ni des bêtes ni des monstres. Seo Kang-yu les regardait avec intensité. Au-dessus, deux autres silhouettes étaient désormais attachées. Les deux prisonniers furent soulevés dans les positions précédemment occupées par les frères et sœurs. Leur voix résonnait en affirmant qu'ils étaient des êtres humains dotés de pouvoirs spéciaux. À cet instant, le pouvoir de Seo Kang-yu les écrasa en plein vol, projetant du sang. Ils continuaient à s'interroger, se demandant pourquoi on ne les considérait pas comme des humains, et quelle était la différence entre eux et les autres. Une multitude d'autres marionnettes s'avançaient vers Seo Kang-yu. Ils percevaient un schéma. Une bague dorée indiquait une marionnette blanche, tandis qu'une bague rouge désignait une marionnette noire. En un clin d'œil, Seo Kang-yu trancha les têtes des marionnettes. Il serra les dents, furieux face à la tromperie. « Merde !» Marel, observant à travers une sphère, se mit à transpirer à froid. Mien, inquiète, se tourna vers elle. Elle lui demanda si elle avait besoin d'aide. Marel répondit qu'elle n'en avait pas besoin, car les défenses de l'adversaire étaient trop puissantes. Mien se tenait derrière la foule de marionnettes. Marel leva la main, formant une matrice circulaire. Elle proposa son aide. Elle appuya la matrice sur l'orbe. Instantanément, la matrice se déploya, se déversant devant Seo Kang-yu. Des cercles rouges apparurent dans les airs. Au sein de la matrice, des figures grotesques et monstrueuses prirent forme. Voilà donc la puissance d'un invocateur. Un monstre aux deux énormes yeux ronds et à la gueule baveuse fit son apparition. Cependant, en comparaison avec Seo Kang-yu, ces créatures n'étaient rien. Il se lança, intrépide, à l'assaut de la horde monstrueuse. Il a bondi sur un monstre, chaque pas dégageant une force impressionnante. Il s'était lancé, s'attaquant aux créatures qui se trouvèrent derrière. Les monstres se bousculaient et étaient en proie à la panique. Seo Kang-yu se faufilait parmi eux, puis libérait une onde de puissance dévastatrice. Son pouvoir trancha le monstre à droite, puis celui à gauche. Il fit le tour des monstres restants, puis s'arrêta, les lèvres serrées, attendant. Marel, observant à travers l'orbe, était horrifiée, la sueur perlant sur son front. Elle se tourna vers son frère. Elle lui demanda combien de temps il pouvait encore tenir. Il répondit qu'il pourrait tenir peut-être 10 minutes. 10 minutes. La main de Marel s'abaissa. Elle se mordit le doigt, laissant échapper du sang. Elle leva son doigt ensanglanté au-dessus de l'orbe et s'exclama qu'à ce moment-là, elle appuya sa main couverte de sang sur la sphère. Une force oppressante s'abattit, faisant tourner Mien autour de lui avec inquiétude. Cette puissance pesait sur l'espace en dessous. Tout était enveloppé de poussière et de fumée. Marel toussa, levant une main pour se couvrir la bouche. Son frère Mayen observait les lieux avec confusion. Il se demandait ce qui s'était passé. Un casque ailé fit son apparition. Seo Kang-yu se tenait devant les deux frères et sœurs captifs. La terreur envahit Marel, des larmes coulant sur son visage. Mien, tout aussi effrayée, ne pouvait que fixer son regard. Seo Kang-yu exprima alors ses pensées d'une voix glaciale, réfléchissant à la manière dont il avait réussi à les capturer un par un. Un immense trou, creusé à travers des dizaines de couches de matériaux, s'ouvrait béant. C'était l'œuvre de Seo Kang-yu. La lumière descendait en cascade depuis le ciel. Il les fixa avec intensité. Il leur annonça que leur existence touchait à sa fin. Il leur ordonna de libérer leur pouvoir, promettant en échange une mort sans souffrance. Une énergie puissante émanait de lui, constituant une menace tangible pour les deux frères et sœurs.
L'ampleur de la destruction causée par le gigantesque trou était toujours profondément troublante. Les frères et sœurs restèrent sans voix, se demandant combien de pouvoir ils pouvaient bien posséder. Seo Kangyu s'avança, le poing serré. Il ordonna de sa voix ferme que l'on libère ce pouvoir, son regard étant aussi perçant que celui d'un dieu de la mort. Mien, les yeux écarquillés par la panique, leva les mains. Des rayons de lumière émanaient de ses mains. Des cercles magiques scintillaient dans l'air, prenant forme. Même Seo Kangyu observa avec étonnement l'apparition de gigantesques marionnettes surgissant des cercles magiques, se dressant devant lui. Le plus grand des marionnettes était Michael. La seconde, au visage d'un noir profond, était Gabriel. La troisième, dont la tête était ornée d'ailes, était Raphaël. Le quatrième, doté de 3 yeux et d'une grande gueule qui s'étendait jusqu'à ses oreilles, était Uriel. Tout à coup, 2 traits croisés d'une vitesse éblouissante déchirèrent l'air. Seo Kangyu, se déplaçant à une vitesse fulgurante, trancha les gigantesques marionnettes d'un seul coup. Les frères et sœurs se retournèrent pour constater que leur ultime défense avait été anéantie. Témoignant de l'horreur, leurs mâchoires se sont décrochées. Un « A » étranglé s'est échappé des lèvres de Mien alors qu'il levait la main, formant un nouveau cercle magique. Les marionnettes des gardiens furent libérées sur le champ. Désorientées, elles poussèrent des cris. Mien, appelant d'autres marionnettes des gardiens, s'écria de rester éloigné d'eux. Il était sur le point de les utiliser comme moyen de pression. Seo Kangyu l'interrompit, sa voix était glaciale. Il affirma que si l'on ne libérait pas ses pouvoirs et ne relâchait pas les gardiens, la situation deviendrait critique. Un cri résonna dans la chambre, interrompant Mien. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en apercevant sa sœur, Marel, retenue par le pouvoir de Seo Kangyu. Elle s'écria alors « Frère !» Seo Kangyu abattit son pied avec force, sa voix sans aucune émotion. Il annonça qu'il ferait subir à la sœur de Marel une mort douloureuse. Marel poussa un cri de désespoir. « Ah !» Les cris de douleur de Marel, appelant son frère en disant qu'il avait mal, résonnèrent dans l'air, plongeant Mien dans le désespoir. Seo Kangyu, quant à lui, observait la scène avec un visage impassible. Les cris de Marel ne cessaient pas. Finalement, Mien céda. « D'accord !» Il tomba à genoux, suppliant. Il affirma qu'il libérerait son pouvoir, mais qu'il souhaitait d'abord parler avec le gardien Hongjia. Seo Kangyu répliqua qu'il devait d'abord libérer son pouvoir. Le regard déterminé de Seo Kangyu s'adoucit, laissant place à une résolution sombre. Le cri de douleur de Marel résonna à nouveau, faisant sursauter Mien de peur. Seo Kangyu affirma avec fermeté qu'il allait mettre un terme à la situation. Un instant plus tard, l'atmosphère pesante s'est atténuée. Les 2 frères et sœurs, Mien et Marel, étaient désormais à genoux, le dos l'un contre l'autre, les mains entrelacées. Peu de temps après, les gardes, libérés de leur paralysie forcée, s'agitaient et s'écriaient dans la confusion. Les autres prisonniers, reprenant peu à peu leurs esprits, jetèrent des regards affolés autour d'eux. Quoi ? Les prisonniers, face à la scène qui se déroulait devant eux, exprimèrent leur confusion. Ils se demandaient ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'interrogeaient-ils mutuellement. « Pourquoi sommes-nous ici ?» En un instant, la puissance de Seo Kangyu s'est intensifiée. Elle a tranché à travers les prisonniers condamnés, projetant du sang sur le sol. Mien et Marel ont reculé, horrifiés. Les gardes, témoins de l'horreur, tremblèrent de peur. L'un d'eux balbutia en demandant ce qui se passait. Il se tourna vers eux en ordonnant que tout le monde retourne au niveau supérieur. Les gardes s'éloignèrent en courant, pris de panique. Mien prit enfin la parole en affirmant qu'il comprenait la situation. Il ajouta qu'ils avaient cessé d'utiliser leur pouvoir et qu'il était donc impératif que la promesse soit tenue. « Très bien, » répondit Seo Kangyu. « Je vais vous permettre de voir Jia. » Les frères et sœurs le regardèrent, abasourdis. Il poursuivit. « Mais d'abord, nous déménageons à un autre endroit. » Entre eux et Seo Kangyu se trouvait la scène horrible des prisonniers coupés en 2. Il se dit que des femmes enceintes ne devraient pas être confrontées à cela. Dans un autre endroit, relativement sûr, Hongjia était assise dans un cercle de protection, en train d'appeler. Enfin capable de voir à l'extérieur, elle regarda en bas et demanda ce qui s'était passé. Seo Kangyu répondit qu'il avait terminé. Il expliqua que leur pouvoir était neutralisé et que tous les gardes étaient en sécurité. Hongjia s'inquiéta rapidement pour Mien et Marel. Il lui indiqua qu'ils étaient juste là, devant lui. Les frères et sœurs s'accrochèrent l'un à l'autre, tremblants. Ils désiraient parler à Jia avant de mourir. Hongjia a supplié que Kangyu puisse simplement installer des dispositifs de surveillance sur les créatures. Seo Kangyu l'a interrompu avec fermeté, lui disant de ne pas lui faire répéter ses paroles.
Il a affirmé que les bêtes du deuxième sous-sol avaient tué un nombre incalculable de personnes et qu'elles seraient exécutées par ses soins. Hongjia resta sans voix. Mien demanda innocemment « Gardien Hongjia, qu'avons-nous fait pour mériter la mort ?»« Nous n'avons vraiment rien fait qui justifie la peine de mort, » poursuivit-il, la panique dans la voix. « S'il te plaît, dis quelque chose. » Hongjia resta un instant sans voix. Seo Kangyu l'encouragea. « Dépêche-toi. » Hongjia, dans un état de détresse, exprima avec difficulté que Mien et Marel devaient être exécutés. Elle peina à prononcer ces mots. Les frères et sœurs, en entendant cela, n'avaient d'autre choix que de se serrer les uns contre les autres, la peur les envahissant. Hongjia, après avoir pris la parole, serra les dents. Le silence s'installa. Hongjia ne pouvait plus prononcer un mot. Seo Kangyu l'encouragea en lui demandant si elle avait quelque chose d'autre à ajouter. Mien intervint également en disant « Garde !» Les deux enfants se blottirent l'un contre l'autre, attendant leur destin. Seo Kangyu affirma qu'il tiendrait sa promesse en levant la main. Il était temps pour l'exécution. Marel laissait échapper des larmes sans retenue en suppliant de manière désespérée de leur accorder la clémence. « Frère, frère !» Ils étaient complètement impuissants à résister. Seo Kangyu abattit son poing meurtrier. La puissance libérée a éclaté, générant un nuage éblouissant de poussière et de débris. Cependant, au fur et à mesure qu'il se dissipait, quelque chose est apparu, ce qui a fait que Seo Kangyu s'est arrêté net. Une silhouette scintillante, barbue, apparut. C'était Mago, qui invoquait une sphère protectrice autour des deux frères et sœurs, Mien et Marel. Mago Ikoloti fit son apparition, son expression demeurant impassible. Les frères et sœurs, en le voyant, poussèrent un cri d'étonnement. Ils s'exclamèrent avec enthousiasme « Maître! Maître !» Les yeux de Seo Kangyu s'écarquillèrent en voyant la silhouette imposante. Il se demanda ce qui se passait ici. L'image de Mago scintillait, une aura protectrice enveloppant ses deux disciples. Seo Kangyu exprima son incrédulité en se demandant si c'était le pouvoir des jumeaux, celui d'invoquer des illusions. Les prisonniers du niveau 2 du sous-sol ne pouvaient pas posséder une magie défensive de ce calibre, se dit-il. Mago lui-même manie ce pouvoir. Mais pourquoi ? Pourquoi utiliserait-il de la magie défensive sur ces deux-là ? Se demanda-t-il à voix haute. Puis, avec une montée de détermination, il invoqua sa propre puissance redoutable. Peu importe, cela ne change rien. Mien et Marel, toujours terrifiés, s'accrochèrent l'un à l'autre alors que le poing de Seo Kangyu s'abattait sur le bouclier protecteur. Des éclats d'énergie tombèrent en pluie. Cependant, même lorsque le bouclier se brisa, l'image de Mago réagit en lançant une salve de cercles magiques qui foncèrent vers Seo Kangyu. Seo Kangyu serra les dents de colère. Il s'interrogea sur les actions de l'homme âgé, se demandant ce qu'il était en train de faire et pourquoi il agissait ainsi. Mago semblait concentrer toute son énergie à protéger les deux captifs. Imperturbable, la puissance écarlate de Seo Kangyu s'intensifia. Ses poings réduisirent en miettes les cercles magiques, ne laissant que la barrière protectrice bleue d'origine. D'autres fragments d'énergie dévalaient. L'image de Mago demeurait sereine. Le regard de Seo Kangyu, perçant et intense, finit par s'adoucir. Il marqua une pause. Seo Kangyu avait réussi à franchir les nombreuses défenses de Mago. Mien, dans un état de panique, tenait sa sœur Marel, qui semblait sur le point de s'évanouir. Ses yeux brillaient de frustration, mais une profonde inquiétude l'envahissait. Le décor se transforma en un paysage éclatant sous un ciel d'un bleu limpide. Le groupe de héros de Seo Kangyu se tenait dans un champ de fleurs, des sourires illuminant leurs visages. Ils observaient Mago, riant et s'amusant avec un groupe d'enfants. Le héros aux cheveux bouclés poussa un soupir. Il se demanda si cet homme âgé ne se fatiguait jamais. Le héros chauve éclata de rire en répondant que c'était bénéfique pour lui. Le héros aux boucles se tourna vers Thomas avec un sourire. Il lui demanda s'ils auraient aussi des enfants après leur mariage, n'est-ce pas ? Thomas fronça les sourcils. Il se demanda quand il avait dit qu'il épouserait son interlocuteur. Le héros aux cheveux bouclés continua de taquiner. Il s'exclama avec insistance qu'il détestait les tricheurs comme lui, affirmant qu'il n'avait jamais trompé personne. Laosa, qui observait leur échange, intervint en disant qu'il était temps d'arrêter de se chamailler. Soudain, une voix forte les surprit. Mago, les bras entourant les enfants, les invita avec un sourire chaleureux à ne pas rester là-haut. Il leur demanda de descendre et de venir jouer avec les enfants. Sous le même ciel radieux, les camarades de Seo Kangyu se mêlaient à la joie ambiante, s'amusant avec les enfants. Seul, Seo Kangyu restait à l'écart, assis silencieusement sous un arbre, les yeux rivés sur la scène.
Une voix s'éleva en disant « Seo Kang-yu ». Mago s'approcha de lui et lui demanda s'il n'aimait pas les enfants. Seo Kang-yu répondit que ce n'était pas le cas. « Je ne sais vraiment pas comment interagir avec eux », dit-il en riant, tandis que Mago s'installait à côté de lui. « Il te suffit d'imiter ce que tes parents faisaient quand tu étais petit », répondit Mago d'un ton neutre. « Mes parents sont morts peu après ma naissance. Donc, ma seule famille, c'est mon frère aîné. » Mago, submergé par la culpabilité, toussa dans sa main. Il exprima ses regrets en disant qu'il était désolé d'apprendre cela. Il jeta un regard hésitant vers Seo Kang-yu, qui détourna rapidement les yeux. Tout à coup, Mago s'illumina et s'exclama « Kang-yu !» En se désignant, il a proposé de s'exercer avec lui en suggérant d'agir comme un enfant. Seo Kang-yu l'a regardé avec une totale incompréhension, laissant échapper un « Hein ?» perplexe. Mago éclata de rire une nouvelle fois. Il plaisanta en disant qu'il ne faisait que taquiner, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à voir une telle expression sur le visage de son ami. Cependant, il précisa que ce n'était pas complètement une blague. Il offrit à Seo Kang-yu la possibilité de se comporter de manière enfantine s'il traversait des moments difficiles. Seo Kang-yu observa en silence ses camarades s'amuser avec les enfants. Finalement, il déclara qu'il refusait cette proposition. Des nuages sombres s'étaient amassés dans le ciel, déversant une pluie torrentielle. Sul Hoan était apparu, la main tendue, son corps couvert de sang. Seo Kang-yu se tenait, abasourdi sous la pluie glaciale. Il baissa les yeux et aperçut l'image de deux de ses camarades, l'homme aux cheveux bouclés et Tom s'accrochant l'un à l'autre, attendant la mort. Son regard se tourna vers une autre scène, Laoxa et le moine, inanimés. Des gouttes de sang éclaboussèrent le sol. Deux ruisseaux de larmes écarlates, empreints de colère, s'échappaient des yeux de Seo Kang-yu. Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, une voix s'éleva. Mago, sur le point de rendre son dernier souffle, peinait à articuler des mots, sa voix se faisant un murmure apaisant. Il répétait que tout allait bien, que tout allait bien. Cependant, ses yeux restaient clos. Tout ira bien. Des fragments de mémoire brisés se rassemblèrent, revenant à la réalité. Seo Kang-yu porta un coup dévastateur, brisant les cercles magiques. Il ne restait qu'une seule couche de défense de Mago. À l'intérieur, Marel était tombé dans les pommes. Seul Mien, les yeux écarquillés par la peur, observait la scène. Le bouclier protecteur de Mago commença à se dissiper. Il ferma les yeux, un sourire doux illuminant son visage. Seo Kang-yu observait la scène avec impuissance, puis décida d'utiliser ses capacités. Il a libéré Hongjia, qui a atterri au sol en poussant un cri de surprise. Il l'a interpellée en disant « Hé, peux-tu lire les souvenirs liés à cette capacité, Hongjia ?» Elle a rapidement répondu qu'elle pouvait le faire. Seo Kang-yu a alors indiqué le ciel. Il lui a demandé de lire les souvenirs associés à cette capacité, car il avait besoin de comprendre ce que cet homme âgé avait en tête en agissant ainsi. Hongjia observa Mago et les vestiges du cercle magique avec perplexité. Elle se demanda ce que cela pouvait bien être, en s'interrogeant sur l'identité de l'héros Mago. Un instant plus tard, elle commença à projeter ses souvenirs. Dans sa main, une image scintillait. Mago, accompagné des deux frères condamnés, riaient ensemble. Seo Kang-yu s'assit lourdement sur le sol, sa voix était tendue. Il exprima son agacement en disant que c'était vraiment irritant. Hongjia s'opposa immédiatement à cette remarque. « Je trouve cela touchant, » dit Hongjia, « mais je dois poser une question. Pourquoi les souvenirs de ces meurtriers sont-ils ici aussi ?» Elle expliqua rapidement que c'était parce que Mago avait utilisé ses pouvoirs sur eux. Seo Kang-yu jeta un coup d'œil à Hongjia, ce qui l'amena à préciser rapidement qu'elle ne les avait pas placés ici intentionnellement. Seo Kang-yu a expliqué qu'il partageait cela pour éviter tout malentendu. Peu importe les circonstances, il a affirmé qu'il agirait toujours en conséquence. Mien, Marel et leur maître, serrés dans la main de Hongjia, se regroupèrent dans la peur en entendant ces paroles. Hongjia affirma qu'il comprenait. Cela étant dit, Hongjia dévoila les trois silhouettes. Un groupe de bougies suspendues au plafond s'alluma, éclairant la scène. Des cages en fer furent amenées. Un homme frappa le maillet et annonça que l'enchère pour les personnes dotées de capacités particulières allait commencer. Cet endroit, une silhouette en haillons, agrippant les barreaux d'une cage, observait le monde extérieur avec une expression épuisée et tourmentée. Ce lieu, sombre et impitoyable, est un enfer qui n'offre aucune fin heureuse. Mien et Marel, enfermés ensemble dans une cage, regardaient au loin avec des yeux vides. Elle n'avait que 6 ans. Ceci est une vente aux enchères destinée à ceux qui possèdent des pouvoirs surnaturels, un passe-temps pour les collectionneurs de prestige.
Au cœur de la ville de Huangtan se trouve cette maison de vente secrète. Mien et Marel avaient été livrés à cet endroit par leur propre père. Ceux qui possèdent des pouvoirs de grade spécial, ainsi que certains dotés de capacités de transformation, atteignent les prix les plus élevés. Les capacités d'invocation sont les plus répandues et, par conséquent, les moins chères. Ainsi, Mien et Marel ont dissimulé leur véritable pouvoir. Pendant longtemps, personne ne s'était intéressé aux deux enfants. Alors qu'ils attendèrent d'être abandonnés, un homme ouvrit leur cage et leur annonça qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait les acheter. Il y avait un homme et une femme. En apercevant les enfants, la femme s'est exclamée avec joie qu'ils étaient donc les enfants capables d'invoquer à la fois des anges et des démons. L'homme a demandé si c'était pour cette raison qu'elle souhaitait les acheter, précisant qu'il n'y avait pas de retour possible ici. La femme a ri et a répondu qu'elle était simplement curieuse. L'homme, agacé, a rétorqué en demandant ce qu'elle voulait dire. Avec un regard fou dans les yeux, la femme se demanda ce qui se passerait si l'on croisait un ange avec un démon. Les deux frères et sœurs la regardèrent avec un mélange d'horreur et de confusion. Elle poursuivit, sa voix empreinte de malice, qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre, mais qu'ils finiraient par le réaliser. Son regard les transperçait, à la fois troublant et prédateur. Ses yeux s'écarquillèrent, presque comme si elle était sous l'emprise d'une substance. Tout à coup, une vague de puissance jaillit du plafond, poussant les deux adultes à lever les yeux avec inquiétude. Une boule de roche en fusion s'est précipitée vers le sol, laissant le couple stupéfait. L'ensemble du bâtiment a été plongé dans le désordre, se brisant sous la puissance de l'énergie. La scène a changé. Un ciel embrumé de fumée s'étendait au-dessus d'une ville marquée par un immense cratère béant. L'homme et la femme, désormais protégés par un bouclier circulaire, poussèrent un cri de surprise en se demandant ce qui venait de se passer. Les deux frères et sœurs, également à l'abri derrière un bouclier similaire, se rapprochèrent l'un de l'autre. Mien saisit l'épaule de sa sœur et l'interpella avec inquiétude, lui demandant si elle allait bien. Marel, paralysé par la peur, ne parvint qu'à murmurer son nom. Que se passe-t-il? Tout le monde se trouvait actuellement à l'abri derrière la barrière. Un éclat de rire a fait lever les yeux aux deux frères et sœurs, Mien et Marel. Oh ho ho ho! Un visage familier, avec une barbe, est apparu. Mago jouait avec sa barbe en souriant largement. À ses côtés, une fille avec des rubans en forme d'oreille de lapin flottait dans les airs. Il affirmait avec une lueur malicieuse dans les yeux que c'était de la magie. « Oh, allez, Mago !» s'exclama la fille aux oreilles de lapin. Elle se présenta en disant que son nom était Lipus, l'assistante des capacités d'invocation de Mago. Lipus souffla, visiblement exaspérée, en se demandant quel niveau monstrueux cela pouvait bien être et comment elle était censée suivre le rythme. Mago, quant à lui, continua de rire, imperturbable. Il affirma que si elle s'appliquait, elle s'en sortirait très bien. Il lui avait déjà dit que, dans le domaine des capacités d'invocation, l'imagination était essentielle. Lipus se plaignit alors qu'il enseignait trop rapidement. Mago a brusquement changé de sujet en demandant si la tâche qu'il avait confiée avait été accomplie. Lipus a répondu qu'il avait effectivement téléporté tous les participants à l'enchère et libéré ceux qui étaient emprisonnés. Mago a rayonné de satisfaction en déclarant que c'était excellent et qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Lipus a poussé un soupir, ressentant une vague d'impuissance, et a demandé ce qu'il devait faire cette fois-ci, s'interrogeant sur la manière de convoquer un météore géant. Soudain, une petite voix les interrompit, les poussant à regarder vers le bas. Mien, tenant fermement son jeune frère Marel, les regarda avec espoir. Elle leur demanda si, par hasard, ils pouvaient les emmener avec eux, en soulignant qu'ils avaient également des capacités de summoning. Lipus secoua la tête, affirmant qu'il était hors de question. Elle expliqua qu'il lui avait déjà promis de l'accepter comme sa disciple. Mago, amusé, la contredit en précisant qu'il n'avait jamais fait une telle promesse. Lipus, surprise, exprima son étonnement. « Quoi ?» Mago se tourna vers les enfants. Il leur proposa de découvrir leurs capacités. Lipus serra les dents en murmurant qu'il était un menteur. Mien se concentra et une figure angélique se matérialisa. Un ange. Ensuite, Marel se focalisa et une forme démoniaque apparut. Et... un démon? Lipus regardait, perplexe. Il trouva que les êtres invoqués par les enfants étaient étranges. D'ordinaire, les enfants ne faisaient appel qu'à des jouets et des chiots. Mago, de son côté, semblait également fasciné. Il observa les frères et sœurs, une expression pensive sur le visage. C'était intéressant. Ayant une affection naturelle pour les enfants et étant fasciné par leurs capacités extraordinaires,
Mago sourit chaleureusement et tendit la main. Il invita alors les jeunes à le suivre en promettant de leur enseigner la magie. Lipus, boudeuse, gonfla ses joues. Au cours des 3 années suivantes, Mago transmit à Mienne et Marel l'art de l'invocation. Il souligna que l'imagination était l'élément le plus essentiel pour un invocateur. Les images qui habitent votre esprit se matérialiseront lorsque vous exploiterez votre potentiel. Mienne fait appel à un ange, car elle se remémore sa mère, qui veillait sur tous lorsqu'elle était enfant. Marel, quant à lui, invoque un démon, peut-être en raison de l'influence de son père. Violent. Mago poursuivit avec enthousiasme, exprimant que si l'on considérait le monde sous un angle plus large, il était possible d'invoquer une multitude de choses. Cependant, il souligna également que se concentrer sur un seul aspect n'était pas une mauvaise chose. Lipus, qui se tenait derrière, intervint joyeusement en affirmant que les météores étaient les meilleurs. Mago lui fit un signe de la main en ajoutant qu'il ressemblait à leur petit lapin ici présent. « Je me demande quel chemin vous deux allez choisir », réfléchit-il. Mienne et Marel échangèrent un regard perplexe. Ils répondirent qu'ils aimaient à la fois le paradis et l'enfer. Mago haussait un sourcil. Le paradis et l'enfer. Lipus partageait cette surprise. C'est différent de ce que font les enfants ordinaires. Les enfants ont expliqué que leur mère leur avait dit avant de mourir que les personnes vertueuses vont au paradis, tandis que les personnes malveillantes se dirigent vers l'enfer. Ces paroles ont toujours été leur phare dans l'obscurité. Nous souhaitons que ce monde soit juste. Les gens de bien devraient aller au paradis, tandis que les personnes malveillantes devraient se retrouver en enfer. Leur visage brillait d'une conviction sincère. Mago sourit doucement en ébouriffant leurs cheveux. Il leur assura qu'il était certain qu'ils y parviendraient, car ils étaient les enfants les plus gentils qu'il connaissait. Un jour, sous un ciel chargé de nuages sombres, un appel désespéré retentit. Lipus se précipita vers Mago, la voix empreinte d'inquiétude. Il lui annonça que l'association des héros avait besoin de son aide. Mago, surpris, réagit avec indignation en se demandant pourquoi, après avoir ignoré son offre, il revenait maintenant le solliciter. Une rare colère traversa son visage. Lipus, encore troublé, ne parvint qu'à balbutier. Hadward était apparu en Finlande. Une image s'est matérialisée, révélant une silhouette dont le visage et le cou dégageaient une lueur étrange. Mago s'est senti blêmir en entendant cette nouvelle. « Qu'as-tu dit ? Nous devons convoquer l'association des héros immédiatement. Que sont-ils en train de faire ?» Lipus a répondu avec désespoir qu'il n'en avait aucune idée. Mago s'est pris la tête dans les mains en gémissant « Oh mon Dieu !» Il resta silencieux pendant un long moment avant de finalement s'exprimer. Il demanda alors de faire venir Mienne et Marel. Après une brève réunion et une conversation à voix basse, les visages des 2 enfants étaient marqués par la peur. Ils s'interrogèrent sur le fait qu'il leur fallait partir. Marel s'accrochait à Mago, en pleurant, en disant qu'il ne voulait pas qu'ils partent. Mienne, bien que tout aussi bouleversé, demanda avec un courage fin quand il reviendrait. Mago ferma les yeux, sa voix chargée de résignation, et répondit que l'adversaire était redoutable et qu'il faudrait au moins quelques années avant son retour. La voix de Mienne tremblait. Mago expliqua avec douceur que c'était trop dangereux et qu'il ne pouvait pas les emmener avec lui. Mienne supplia qu'il ne voulait pas qu'ils partent. Mago baissa les yeux vers les 2 enfants qu'il avait pris sous son aile, le cœur lourd. Des larmes coulèrent sur le visage de Marel alors qu'il s'écriait qu'il ne voulait pas être abandonné à nouveau. Lipus lui fit une réprimande douce en précisant qu'ils n'étaient pas des objets. Mago appela ensuite Mienne et Marel, d'une voix apaisante. « Ceci est un cadeau d'adieu. » En prononçant ces mots, il a canalisé son pouvoir, imprégnant leurs vêtements du symbole de son don. Il a mentionné qu'avec cela, quelqu'un au sanctuaire s'occuperait d'eux. Les yeux fermés, il a ajouté avec un sourire doux qu'ils se reverraient un jour. À ce moment-là, il ne se doutait pas que ce serait leur dernière rencontre. Les 2 enfants se blottirent l'un contre l'autre en pleurant. Les dernières paroles de Mago résonnaient dans leur esprit, les exhortant à devenir de bonnes personnes. Cependant, après avoir dit adieu à Mago, Mienne et Marel ne se rendirent pas au sanctuaire, craignant les inconnus. Ils choisirent plutôt de se diriger vers un endroit isolé pour développer leur pouvoir en toute tranquillité. Quel pouvoir me faut-il pour devenir une bonne personne, jusqu'à ce que je revoie Mago? Une aura dorée scintillait autour de Mienne. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Des images d'un ange et d'un démon se matérialisaient. Autour de Marel, une aura cramoisie, la couleur du démon, commençait à tourbillonner. Il se demandait ce qu'il devait faire de son pouvoir.
2 ans plus tard, Mien et Marel, ayant élaboré leur propre conception du bien et du mal, revinrent dans leur patrie. Les gens bien vont au paradis, les gens malveillants se dirigent vers l'enfer. Cet endroit, ils ont commencé à façonner leur propre paradis et leur propre enfer, issus de leur imagination. Une lueur d'excitation brillait dans leurs yeux. En seulement 1 mois, Mien et Marel avaient métamorphosé leur ville en un véritable paradis personnel. Ils avaient observé les habitants, faisant appel à leurs anges et à leurs démons. Ils surveillaient les habitants, déterminant qui aurait le droit d'accéder au paradis et qui serait condamné à l'enfer. Leurs critères reposaient sur les souvenirs d'enfance liés aux enseignements de leur mère, les actions que les gens ne devaient jamais entreprendre. Ne pas voler, ne pas jeter de déchets par terre, être discret dans les lieux publics, ne pas mentir, ne pas se disputer avec ses amis, et ainsi de suite. Tels étaient les stigmates indélébiles gravés profondément dans leur jeune esprit, façonnant à jamais leur perception du bien et du mal. Même pour ceux qui remplissaient les critères, cela a tout de même invoqué un démon, qui a ensuite ri et s'est adressé à l'autre personne en disant qu'il l'avait toujours observée et qu'elle avait mené une vie juste. La femme, serrant son enfant avec angoisse, implora de l'aide en disant qu'ils avaient moins besoin de secours. La créature lui répondit de ne pas avoir peur, affirmant que ce n'était pas la fin. Cependant, elle ordonna au démon de transpercer la malheureuse mère et son enfant. Il déclara fièrement que l'on aurait un rêve merveilleux au paradis. La mère ne pouvait que crier de douleur, poussant un « Ah !» désespéré. Il restait là, les mains jointes avec satisfaction, murmurant que c'était pour l'éternité. Sans qu'elle le sache, le tumulte provenant du territoire des jumeaux, où un immense bâtiment s'élevait désormais, l'association des héros avait été attirée par la situation. Un homme au visage sévère s'est exclamé « Que la réunion commence !» Cet homme était une figure d'autorité, le président de l'association des héros. Il a poursuivi en annonçant qu'il avait envoyé la notification. Pourquoi la participation est-elle si faible ? Devant lui se trouvaient seulement 3 jeunes personnes, assises tranquillement sur leurs chaises. Une femme blonde répondit qu'elle supposait qu'ils étaient en vacances ou quelque chose comme ça. Elle était la PDG Benju, une héroïne de rang 3. Un des jeunes hommes, en train de mâcher un bonbon, demanda de faire remonter les informations pour comprendre de quoi il s'agissait. C'était Custar, également un héros de rang 3. Des lumières tamisées provenant de plusieurs ampoules clignotaient. Après avoir examiné les informations, Custar et le PDG Benju ont exprimé leur étonnement. Custar a laissé échapper un souffle, s'interrogeant sur la situation. Il a souligné qu'un niveau 1 atteignant un tel degré était incroyable. De son côté, le PDG Benju a exprimé son désespoir en déclarant qu'il souhaitait vraiment progresser et atteindre ce niveau. Le président de l'autorité a demandé si le rang 3 l'intéressait. Le PDG Benju a répondu avec un air morose que cela ne serait pas efficace, monsieur le président. Cependant, son regard s'est attardé sur les informations contenant l'image des 2 frères et sœurs. Mais pourquoi avez-vous choisi ce petit village ? Bazaman, niveau 1. Cela n'apporte pas grand-chose à la performance d'un héros. L'autorité a expliqué qu'elle avait choisi cet endroit parce que ses enfants étaient considérés comme des méchants de niveau 1. Custar a demandé quel âge ils avaient. Le président a répondu qu'ils avaient environ 10 ans. En entendant cela, le jeune homme s'exclama qu'ils avaient déjà conquis un village entier à cet âge. Le PDG Benju ajouta qu'après leur 2e montée en niveau, ils pourraient affronter des vilains de niveau 2 ou 3. Custar demanda s'il fallait préparer quelque chose avant de les affronter. Le PDG Benju sourit en répondant qu'il faudrait au moins 5 ans pour qu'ils se développent davantage, donc qu'il n'était pas nécessaire de se préparer beaucoup. Elle rétorqua que c'était long, en effet. L'autorité prit alors la parole pour mentionner qu'il y avait également d'autres éléments à considérer. Ces 2 personnes sont des disciples de Mago. Custar exprima sa surprise en s'exclamant « Mago !» Le PDG Benju, visiblement agacé, rétorqua « Ah, je le savais !» Le débat entre les 2 jeunes héros a de nouveau éclaté. Il se demandait s'il fallait informer Mago à ce sujet, lui qui était parti en Finlande pour appréhender Iskest. Il pensait qu'il serait préférable de lui demander de revenir une fois sa mission terminée. L'autorité restait silencieuse pendant leur échange. Puis, une main aux ongles soigneusement manucurés se leva. L'autre personne, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a soudainement décidé de se porter volontaire. Cette jeune femme, avec un masque posé sur la tête et les cheveux ornés de pinces, avait les yeux brillants de pupilles en forme de cœur. Elle se demandait si elle pouvait partir. Il s'agissait de K2, également une héroïne de rang 3. La scène se déplaça ensuite vers un coucher de soleil baigné de lumière dorée. Une roue solitaire roulait sur le sol.
K2 arriva et arrêta sa moto rose élégante. Elle posa les 2 mains sur son casque, avant de l'enlever et de regarder autour d'elle avec émerveillement. D'innombrables anneaux rouges et dorés flottaient dans les airs, scintillant et étincelant sous les rayons du soleil. K2 ne pouvait s'empêcher d'admirer ce spectacle magnifique, sans se douter qu'elle était observée à travers une boule de cristal. Pendant ce temps, Mien et Marel, les 2 frères et sœurs, observaient attentivement chacun des mouvements de K2. Mien, avec une légère inquiétude dans la voix, mentionna qu'il s'agissait d'un étranger. Marel se contenta de répondre d'un murmure. « Main. » K2, avec ses pupilles en forme de cœur dilaté, continuait de contempler le ciel vibrant du coucher de soleil. Elle sortit son téléphone et prit des photos avec les figures flottantes, se murmurant à elle-même que cela devait être un pouvoir spécial, un lavage de cerveau, ou peut-être qu'ils étaient simplement endormis. Elle ne pensait pas qu'ils étaient morts. Elle se demanda ce que cela pouvait bien être. Tout à coup, quelque chose attira son attention, et elle se retourna prudemment. L'ange et le démon d'avant s'étaient métamorphosés en 2 frères et sœurs. K2 regarda avec étonnement Mien qui s'adressa à l'inconnu en lui demandant pourquoi il était là. Les 2 enfants le dévisagèrent avec méfiance. K2, en voyant les 2 frères et sœurs, se frotta les mains, les yeux brillants d'excitation. Elle s'exclama avec enthousiasme que ses pouvoirs étaient incroyables et demanda ce qu'ils pouvaient en faire d'autre, s'interrogeant s'il y avait d'autres choses aussi impressionnantes. Mayenne répondit de manière brusque en affirmant qu'il fallait répondre à leurs questions. K2, imperturbable, fit un geste vers les anneaux rouges et dorés scintillants flottant dans l'air. Il se demanda si le maître était au courant de leur existence, soulignant qu'il avait de nombreux disciples en tant qu'invocateur, n'est-ce pas? Les frères et sœurs échangèrent des regards perplexes. K2 insista en demandant s'ils avaient appris la magie d'invocation de sa part. Mien, avec une voix empreinte d'inquiétude, s'interrogea sur l'identité de l'inconnu. Les 2 enfants se tenaient désormais tendus, des gouttes de sueur perlant sur leur front. « Je suis ta supérieure », déclara K2 en tirant la langue d'une manière plutôt troublante. Elle se souvenait de leur passé commun. Mien s'avança de manière protectrice, se plaçant devant sa sœur. Il affirma qu'il n'avait d'autre supérieur que Lipus. K2 éclata de rire, en précisant que le maître l'avait retiré de la liste des disciples. Alors que Mayenne fronçait les sourcils, elle poursuivit en disant qu'elle avait peut-être développé un intérêt excessif pour les objets tranchants. Elle retroussa ses manches, dévoilant un enchevêtrement de cicatrices, grandes et petites. K2 passa ses doigts griffus sur les cicatrices. Elle expliqua que son maître lui avait dit qu'elle devait apprendre davantage de magie défensive, pour sa protection, bien sûr. Elle ajouta qu'elle n'aimait pas cela. Alors elle ne l'écouta pas. Par conséquent, il cessa de s'occuper d'elle. La confusion des frères et sœurs s'intensifia. Tout à coup, K2 s'exclama qu'elle trouvait cela tellement embarrassant. Elle se laissa aller, sa voix trahissant une grande fatigue. Elle ajouta que son maître était vraiment cruel. Si cruel. Sa voix se transforma en une série de sons désordonnés. Elle se tenait le visage, des larmes coulant sur ses joues. Elle s'exclama que ce n'était pas juste, que c'était faux, que ce n'était pas ça, répétant que c'était erroné. Marel se blottit contre son frère, effrayé. « Frère, elle fait peur !» K2, toujours dans son état de tourment, s'écria que son maître lui avait affirmé qu'elle possédait un talent magique. Elle exprimait son désir de recevoir des éloges, même un simple sourire de sa part. En prononçant ces mots, une vague d'énergie furieuse s'échappa d'elle. Mien leva rapidement la main, invoquant un cercle magique. Elle criait avec insistance qu'il fallait quitter cet endroit immédiatement. Cependant, dans ses yeux, une lueur différente brillait. Des objets tranchants, semblables à des couteaux, apparurent dans l'air autour de K2, tourbillonnant dans une danse chaotique qui reflétait sa perte de contrôle. Les objets volants vibraient d'une énergie menaçante. Mien et Marel, les 2 frères et sœurs, observaient avec une terreur grandissante, leurs cris résonnant. « Ah !» Les armes de K2 s'abattirent, frappant les créations de ses adversaires, qui semblaient être des marionnettes. Des éclats de bois s'élevèrent dans les airs, accompagnés d'une pluie de sang. Les malheureuses silhouettes haletèrent, suffoquant sous le flot écarlate. Après ce spectacle horrifiant, seules les armes ensanglantées de K2 restaient, suspendues dans l'air. Des larmes coulaient sur son visage, mais un sourire glaçant déformait ses lèvres. Elle murmura, avec une joie troublante dans la voix, qu'elle se demandait si, en agissant ainsi, son maître la remarquerait à nouveau. Le sang continuait de se projeter dans les airs. L'une des malheureuses victimes, transpercée par d'innombrables lames, offrait une vision véritablement terrifiante. En dessous, K2,
toujours en train de manœuvrer les armes avec les bras tendus, se laissait aller à un rire maniaque. Alors que ses victimes se tordèrent de douleur, leur souffrance résonnant comme les tourments de l'enfer, le visage de K2 se déformait en une expression grotesque et perverse. Elle exprima son plaisir en disant que c'était vraiment amusant. Mien, en voyant le carnage, s'effondra au sol. Il se tourna vers sa sœur, Marelle, avec une voix empreinte d'inquiétude. Il lui demanda si elle allait bien. Marelle, tout aussi horrifiée, s'agenouilla, sa voix tremblante. « Frère !» s'écria-t-elle. Les deux frères et sœurs observaient avec horreur alors que K2 poursuivait son attaque sanglante contre leur création. Ils serraient les dents, la peur visible sur leur visage. « Qui est cette femme ?» Après un moment de massacre incessant, K2 prit la parole. Elle murmura que c'était donc cela, affichant une satisfaction tordue sur son visage. Les restes mutilés de ses victimes, leurs corps couverts de couteaux et de lames, gisaient éparpillés autour d'elle. Se tenant au milieu du carnage qu'elle avait causé, K2 commença à danser avec une excitation troublante. Elle exprima que c'était même plus amusant qu'elle ne l'avait imaginé. Là-haut, une autre silhouette se dessina, un halo doré flottant au-dessus de sa tête. Les yeux de K2 s'illuminèrent d'un éclat prédateur. Elle murmura avec une voix chargée d'anticipation qu'elle en voulait davantage. Une nouvelle arme se matérialisa dans sa main. Avec un cri de folie en s'écriant « Je veux plus !» elle lança l'arme vers la silhouette restante. Mais en un instant, Mien et Marelle surgirent, invoquant un bouclier protecteur pour dévier l'attaque. Le visage de K2 se déforma davantage, affichant une joie dérangée. Elle s'exclama avec une voix mielleuse que les petits garnements pouvaient utiliser de la magie protectrice. Les jumeaux lui lancèrent un regard noir, leur visage marqué par une gravité palpable. Toujours en proie à sa folie, K2 poursuivit en demandant si son interlocuteur avait beaucoup appris de son maître. Soudain, une marionnette angélique lança une attaque silencieuse par derrière. Un cercle magique violet scintilla, immobilisant la marionnette au moment de l'attaque. La voix de K2, teintée d'amusement, résonna dans l'air. Mais une énorme paire de ciseaux apparut dans sa main, tranchant la marionnette en deux. K2 jeta un coup d'œil, un sourire glaçant se dessinant sur ses lèvres. Elle murmura que ce n'était pas du tout suffisant. Mayenne, avec une colère intense, s'exclama que c'était le moment décisif et qu'ils allaient droit en enfer. K2, faisant tournoyer de grands ciseaux, lui fit un clin d'œil et prit une pose espiègle. Elle lui fit remarquer que c'était un langage très impoli pour des enfants. Elle ajouta qu'elle avait toujours rêvé d'utiliser ses pouvoirs dans un endroit aussi bondé. Mais malgré tout, je suis un héros, tu sais. J'étais conscient que je serais pris si je passais à l'acte, alors je me suis retenu. Mais merci d'avoir préparé cet endroit pour moi. Enfin, je peux réaliser mon rêve. Alors qu'elle parlait, K2 leva à nouveau la main. Elle exprima sa conviction qu'elle pouvait l'invoquer. L'expression sur son visage se déforma. Elle serra les dents, la sueur perlant sur son front. Puis, ne pouvant plus se contenir, des cris déchirants s'échappèrent de sa gorge. Les jumeaux, Mayenne et Marelle, reculèrent avec horreur. La bouche de K2 s'ouvrit en grand alors qu'elle poussait un cri strident. Une lame d'une précision redoutable commença à se former, déchirant le ciel dans une vision terrifiante. Du sang coulait des yeux, du nez et de la bouche de K2, mais un sourire satisfait s'étirait sur son visage. Elle affirmait avec enthousiasme que l'imagination était l'élément le plus crucial pour un invocateur. Selon elle, l'expérience d'avoir ôté la vie à d'innombrables êtres avait intensifié son imagination et a renforcé encore davantage mon pouvoir. La gigantesque lame de rasoir se tenait maintenant au-dessus du K2, invoquée par sa volonté. Elle s'exclama avec enthousiasme que c'était la première fois qu'elle faisait appel à quelque chose d'aussi immense. C'est tellement énorme, tellement génial. K2 a éclaté d'un rire fou, puis son expression maniaque s'est transformée en quelque chose de plus glacial. Elle a tendu la main et a déclaré que tout cela était grâce à ces petits monstres. Ensuite, elle a ajouté un adieu. Soudain, une silhouette monstrueuse engloutit K2, ne laissant visible que sa main tendue. Mien resta figée, choquée. Marelle avait invoqué une créature démoniaque qui avait englouti K2 tout entier. Un cercle magique rouge brillait sur la main de la jeune fille. 2 ruisseaux de sang coulaient des yeux de Marelle. Son visage se déformait, et elle serrait les dents. Elle cracha le mot « démon », sans sembler consciente de son propre reflet monstrueux. En regardant K2, Marelle ne voyait qu'un démon terrifiant. Cette image avait intensifié son propre pouvoir. Mien se tourna vers sa sœur. Marelle se raidit, sa voix était à peine audible. « Frère ?»
L'expression horrifiée sur son visage, contrastant avec le monstre qu'elle venait d'invoquer, était une vision répugnante. « Est-ce que... je viens de tuer quelqu'un » murmura-t-elle. Sous un ciel teinté de rouge, une voix répondit que c'était non. Le monstre colossal, avec des yeux exorbités, était toujours présent. Mien prit sa sœur dans ses bras pour la réconforter. Il affirma que ce n'était pas un être humain, mais un démon. Une année s'écoula rapidement. Mien et Marel avaient rebâti un paradis encore plus grandiose pour eux-mêmes. Le ciel scintillait de milliers d'anneaux rouges et dorés. L'association des héros a une fois de plus pris note de ces individus, les classant comme des méchants de niveau 2 dans la prison de Luclus. Le doigt de Mago tremblait en parcourant les informations concernant ses anciens disciples. Il murmura le nom de Mien et Marel, l'incrédulité se lisant sur son visage. Le président intervint en affirmant qu'ils avaient été ses disciples, n'est-ce pas? Mago, toujours sous le choc, fixait leur dossier. Il se demandait comment les choses avaient pu en arriver là. Le président ajouta qu'ils étaient également curieux à ce sujet. Mago se leva et se détourna. Il exprima son désir d'y aller. Le président l'arrêta, visiblement étonné. Il s'exclama qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Mago, perplexe, demanda des éclaircissements. La voix du président était tendue lorsqu'il affirma qu'il ne pouvait pas lui confier cette tâche. Mago, intrigué, chercha à comprendre ce qu'il voulait dire. Le président commença à donner des explications. « Je t'avais demandé d'éliminer EastQuest et de revenir. Mais tu n'as pas suivi mes instructions, n'est-ce pas? Au lieu de cela, tu l'as capturée et l'as remise au gouvernement. Si c'est le cas, alors je ne peux pas non plus répondre à tes exigences. » Mago, dont le calme était brisé, a rugi. « Nous n'avançons nulle part avec ces échanges incessants. » Jireh, l'autorité et le président, frappa la table de sa main, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Il avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas qu'on parte. Une toile de fissure se propagea sur la surface de la table sous l'impact du coup. Mago, tout aussi furieux, leva les mains, faisant apparaître des glyphes circulaires scintillants. Il s'exclama qu'il fallait arrêter cela, affirmant que l'autre agissait comme un fou avide de pouvoir. Soudain, une voix perça la tension ambiante, demandant à être libérée. La nouvelle venue, Laotia, s'avança, mettant fin à l'escalade du conflit entre Mago et l'autorité. Son visage restait impassible. Elle annonça qu'elle serait celle qui irait. L'autorité, réalisant qu'il s'agissait de Laotia, une héroïne de niveau 3, accepta sans hésitation. Ah, Laotia! En réalité, utiliser cela comme une mission de promotion pour un héros de niveau 3 est une excellente idée. C'est elle qui devrait y aller. Mago, toujours en colère, a tenté de répliquer. Il avait déjà exprimé son intention de participer, mais une voix forte l'a interrompu. Mago! Les yeux de Mago s'écarquillèrent d'étonnement. Laotia s'avança vers lui avec une démarche assurée et résolue. Muette, Mago pouvait seulement rester là, sans mots. Laotia posa une main sur sa poitrine, son expression sincère. « Fais-moi confiance. » La scène se déplaça vers une ville où des anneaux écarlates et dorés flottèrent dans les airs. Une voix s'éleva en criant le nom de Marel. Mien et Marel, les deux frères et sœurs, se tenaient rapprochés, observant la situation à travers un orbe écarlate. Mien, la voix empreinte d'inquiétude, exprima son inquiétude en mentionnant la présence d'un intrus. Marel, d'un ton apparemment plus serein, acquiesça. Malgré leur innocence apparente, une malice glaçante se cachait sous leur façade. Elle est là. En scrutant l'orbe, ils aperçurent Laotia qui s'approchait. Une expression feinte de peur se dessina sur leur visage. Ils se demandaient combien de crimes elle avait déjà commis. Dehors, Laotia se contentait de sourire en levant les yeux.